you okay? I wanted to see you. We'll be there soon. Why are you wearing those goggles, huh? Stop! Stop! He's with me. He's my son. Yeah, well, you ought to watch your kid. Yeah, I got it. Thank you. Everything okay? You cannot leave the van. You hear me? I'm sorry. It's okay. I shouldn't have left you. No. I'm sorry. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la 6ème saison de The Cinema Show. Moi c'est Simon et je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce 41e épisode de l'année. Avec moi ce soir, une équipe de politiciens et politiciennes prête à en découdre pour les derniers débats de la saison avant le vote décisif de dimanche. À mon extrême gauche, on retrouve celle qui continuera à lutter, advienne que pourra. J'aime bien cette position. C'est notre Nathalie Arthaud à tous. C'est Marie, comment tu vas ? Ça va, j'adore être comparée à Nathalie Arthaud, c'est ma passion. Je me doute. À tes côtés, on retrouve celui qui détient d'une main de fer son parti. On l'appelle le Méluche du quiz parce qu'il ne parle que de lui. C'est Lucas. Tu vas bien, Lucas ? Ça va, je suis avec Bouleg, important de le dire, qui est un grand chien. Ah, c'est qui ? C'est Manuel Bompard. C'est vrai qu'il est là. Passons à mon flanc droit. Et on commence avec celui qui... Aïe. Moi j'ai très peur. Si j'étais Emmanuel Macron, ça serait mon petit Gabriel Attal. Et c'est Hugo. En forme ? Après ce que tu viens de me dire, moyen en fait. Mais bon, c'est pas grave. De ce côté du coup j'ai mis de nez de rigolade pour faire croire que je suis heureux, mais je pense que ça irait très bien à Gabriel Attal. C'est et aux côtés d'Hugo, on retrouve une droite un peu plus ferme. C'est le duo du moment, aussi attendu qu'un spectacle de Shirley et Dino. C'est Eric Ciotti et Marine Le Pen, aka Gauthier et Nino. Bah bonsoir. Vous allez bien, l'extrême droite ? Oui, je suis Eric Ciotti, j'appelle à voter le nouveau Front Populaire. Et donc Marine Le Pen, c'est vrai que t'as les mêmes cheveux qu'elle. Ah bah lui aussi, il a les mêmes cheveux qu'Eric Ciotti. Hein. J'ai fait un cosplay. Non, Gauthier, ça va ? Ça va super, mais je ferai aucun commentaire sur ce que t'as dit avant. Vaut mieux pas. Hein. Bon, vaut mieux pas. À tout moment, dans ces débats, on a le droit à des petits happenings de notre Laurent Baffy national, Florent.
qui est aussi là ce soir, Florent, qui nous fait l'amitié d'être là. Lui, il a pas été comparé à un politique. C'est Laurent Baffy, c'est le sniper. C'est le D'accord, sniper. Yannis, Mais vous allez voir. C'est parti animaliste, Laurent Baffy. Ah, t'as mis des chatons. Donc attention, à tout moment, vous dites happening et il vient, il fait un happening. C'est trop bien pour un sniper. Ah ouais, c'est trop bien. C'est génial. C'est trop bien. On a répété ça. On a attends. 30 secondes encore. On a répété ça pendant des semaines, mais il faut prendre son temps. Bon, en région, ce sont nos huissiers de justice qui veilleront au bon déroulé des débats et de la parité, Yanis et Lucas. N'hésitez pas à leur couper leur micro / caméra s'il y a trop de problèmes, bien évidemment. Non, seulement l'extrême droite. Non, ils le font toujours à gauche parce que c'est les médias. Est-ce qu'il y a l'ARCOM qui va nous surveiller pour le temps de parole ou ça ira? Non. On m'a coupé mon micro finalement, mais oui, il y aura l'ARCOM qui viendra vérifier. Cette semaine, on a débuté l'émission avec sûrement l'un de mes films préférés de Jeff Nichols, tellement fan que j'ai l'affiche de ce film, si vous me connaissez, dans où ça? Chez moi? Vous savez où aller? Dans les toilettes. Après, ouais, c'est ça, dans la salle de bain. Toi, t'es beaucoup allé dans la salle de bain du haut, toi, tiens. T'as dû bien chier. Je parle de Midnight Special. Donc, Midnight Special, vous le recommandez autour de la table? Un petit mot sur ce film? J'ai pas vu. Non, moi, faut que je le voie. J'ai apprécié. Ça a l'air bien. Ouais. Ça a l'air J'essaie de se faire bien voir. J'ai apprécié. Pas vu. Ok, bon. Moi, je vais faire une dédicace à Saturnino qui m'a fait découvrir Jeff Madame Nichols. Saturnino, quand tu parles. Une prof de la fac, bien sûr. Pour et ceux depuis, qui ne connaissent pas. j'ai pas vu un seul de ces films à part The Bike Riders, mais il faut que je les voie. Bon, bah, The Bike Riders et Jeff Nichols seront au cœur de nos débats. Et 2 autres films seront également au programme de la soirée: Vice Versa 2 de Kelsey Mann et Maria de Jessica Palud. À cette occasion, je crois que c'est Palud en fait qu'on prononce. Donc, à cette occasion, nous aurons le privilège de retrouver un petit entretien enregistré en compagnie de Jessica Palud lors de sa venue à Montpellier jeudi dernier. Également de la partie, et comme c'est la dernière, nos attentes ciné pour l'été, mais aussi les recos, le quiz et les news. On commence d'ailleurs tout de suite par les news, avec des news présentées ce soir par Timothée Chalamet s'il n'était pas devenu connu et était resté un simple fan de Saint-Étienne, c'est-à-dire Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Et on commence avec notre dernier mercato de l'année. Ouais, et au programme cette semaine, le remake d'un film culte, The Killer du cinéaste sino-américain John Woo, aura le droit à un remake qui serait disponible sur Peacock aux États-Unis et en salle en octobre chez nous. Et pour remplacer Chow Yun-fat et Danny Lee, Omar Sy et Nathalie Emmanuel ont été choisis pour incarner respectivement deux rôles de l'enquêteur et de la tueuse recherchée. Derrière la caméra, on retrouvera John Woo qui réalisera donc un auto-remake de son film 35 ans après le projet initial. C'est pas la première fois qu'un réalisateur s'occupe de remake de son propre film, puisque Michael Haneke, Cécile B2000 ou encore Alfred Hitchcock l'avaient déjà fait, mais ça a quand même le mérite d'étonner un peu. On enchaîne très vite du côté de DreamWorks, puisqu'en plus d'un Shrek 5 qui se profile pour 2025, Eddie Murphy a annoncé qu'il reprendrait son rôle pour un spin-off consacré à l'âne. Alors on sait rien de plus, si ce n'est que le film devrait sortir après le prochain opus de Shrek, mais on parle de l'univers Shrek, et comme dit le dicton, Shrek c'est l'amour, Shrek c'est la vie, donc je me devais d'en parler. On poursuit avec une news qui ravira notre cher Lucas, puisqu'un nouveau projet autour de la planète des singes est en préparation. Alors on parle pas d'une suite, d'un anime reboot ou d'une série Disney Plus sur l'enfance de Thierry, le singe qu'on voit une seconde à 1:30 dans le front d'un affrontement, mais d'un nouveau montage du nouveau royaume qui devrait être présent sur le Blu-ray 4K. Ce nouveau montage ne sera pas une version longue ou alternative, mais une version avec écran splitté, une partie de l'écran montrant le film tel qu'on le connaît, et de l'autre les images avec moins d'effets spéciaux afin de montrer uniquement la performance des acteurs. Une idée qui me fait très envie, car j'ai quasiment jamais vu à l'échelle d'un film entier, donc j'ai très hâte de voir ça. Le Blu-ray est prévu en août, et je crois que je vois déjà Lucas sur le site de la FNAC. Bon... Petit détour. Il était déjà allé même avant lui. Ah oui, bien sûr. Petit détour côté France quand même, puisqu'on a appris hier un assez gros avancement du côté du biopic consacré à notre Johnny national. Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, a révélé avoir personnellement choisi Raphaël Quenard pour interpréter l'idole des jeunes. Derrière la caméra pour ce projet, c'est Cédric Jiménez, que vous connaissez certainement pour Bac Nord, qui assurera la réalisation de ce biopic officiel car il y a un projet parallèle qui traîne également dans les cartons autour du chanteur, réalisé par Gélil Lesper et porté par Mathias Schoenaerts. Ce sont donc deux biopics et deux visions qui allumeront le feu de nos salles dans les prochaines années. J'espère que vous avez l'envie d'avoir envie. On termine ce mercato avec un petit détour du côté du MCU qui se vautre une fois de plus avec un projet qui semble déjà casse-gueule. Souvenez-vous, en 2019, Kevin Feige annonçait en grande pompe la phase 4 du MCU en promettant un projet autour de Blade qui sera interprété par Mahershala Ali. Nous sommes 5 ans plus tard en 2024, la fameuse phase 4 est désormais achevée et Blade aurait dû sortir en novembre dernier. Cependant, rien.
Pas l'ombre d'un début de tournage, ni même d'annonce supplémentaire de casting. En coulisses, la situation de Blade serait déjà catastrophique puisque plusieurs versions existent, dont une en cours d'écriture par Eric Pearson, un habitué de la Maison des Idées qui a travaillé sur déjà plusieurs projets Marvel et que le film a déjà perdu 2 réalisateurs successifs. Bassam Tariq était en effet attaché au projet en septembre 2021, mais il le quitte un an plus tard pour être remplacé par Yann Demange en novembre de la même année, qui vient à son tour de quitter le projet pour différents créatifs. Alors peut-être ça y est, on tient le The Flash de Marvel, le projet casse-gueule qui va sortir dans la douleur. Pour l'instant, le projet est donc réécrit et le nouveau script sera envoyé à de potentiels réalisateurs à la rentrée. Mia Goth, qui devait interpréter une antagoniste dans une des versions précédentes, est apparemment toujours attachée au projet qui est toujours daté pour 2025, mais ça pourrait toujours se péter la gueule puisque l'avocat de Mahershala Ali semblerait très énervé puisque l'accord a été signé il y a 5 ans et que le projet a toujours pas avancé. Visiblement côté Marvel, l'été va être animé. Est-ce qu'un de ces projets vous tente ? Marie, vas-y, je te vois. Moi, j'allais dire qu'est-ce qui me tentait pas, mais ça marche aussi, non ? Genre Vas-y. Johnny Hallyday, là, pitié quoi. Épargnez ça à alors, Raphaël Quenard. en Johnny Hallyday. Non, mais con, pitié. Moi, je suis full pour. Ça va le tuer, ça va le tuer. Mais il est déjà mort. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais non, Raphaël Quenard. Non. Ouais, il faut que je bosse En mon plus, imitation c'est Rick Jiménez, il pitié, faut que je quoi. bosse mon imitation de connard qui fait Johnny. Donc Oula. je vous prépare ça tout l'été et on se retrouve à la rentrée. Ça arrive lourd. Ah, ça promet, hein. Moi j'adore Raphaël Quenard et j'adore Cédric Jiménez, donc je serais très content. Moi j'adore Raphaël Quenard, c'est pour ça que je lui conseille de pas le faire. Et est-ce que t'adores Johnny ? Pitié. Pas particulièrement. Ah merci. C'est une icône nationale, attention. Ouais, attention, les t'as dit, électeurs en plus t'as dit l'idole des jeunes, mais voilà. oula. Cette phrase. Ah, c'était un surnom qui lui Oui, traînait à l'époque, il y a fort longtemps. Et et alors la planète des singes. Ah, mais ça va être marrant. Moi j'ai très hâte de voir Kevin Durant dans son costume de mocap. En Kevin Durant, c'est ça que tu veux dire. Tu vois, Kevin Durant qui fait Proximus César. J'ai bien hâte de le voir juste c'est bon, on a faire compris le la phrase. singe. On a compris, c'est voilà. bon. Ok. Tu enculé. Il est drôle. Ouais. Bon, on suivra l'évolution de ces projets au cours de l'été. Oui. Apparemment, The Apprentice rencontre quelques soucis. En effet, le biopic qui revient sur la montée en puissance de Donald Trump dans les années 70-80 semble faire peur aux distributeurs américains puisqu'il n'a toujours pas été acheté malgré sa présentation aux compétitions au dernier festival de Cannes. La première réalisation américaine du cinéaste irano-danois Ali Abazi a bien trouvé un distributeur dans plusieurs pays, notamment en France via Metropolitan, mais pas aux États-Unis, ce qui bloque pour le moment sa sortie. Les plus grosses plateformes de streaming et les principaux distributeurs locaux n'ont pas fait d'offres, y compris Néon, qui avait pourtant distribué le précédent film d'Abazi. 2 raisons explique ce blocage. Premièrement, Dan Snyder, rien à voir avec Zach, le principal investisseur du film via sa société Kinematic, serait furieux après avoir vu le film. En effet, celui-ci est un proche de l'ancien président américain et pensait financer avec ce film un portrait élogieux de celui-ci, alors que le film est plus critique. Il n'a heureusement pas financé le film seul, donc il n'en détient pas le copyright, mais il est un poids lourd dans toute négociation avec un potentiel distributeur, ce qui complique déjà la tâche. L'autre raison, c'est une mise en demeure à l'encontre du film par Trump lui-même pour diffamation, car le film montre entre autres une scène où l'acteur de Maman j'ai encore raté l'avion, je commence à manquer de périphrase là, viole sa première femme. Les distributeurs auraient donc peur de promouvoir ce film que Trump déteste, alors qu'il pourrait potentiellement être réélu en novembre et leur infliger des sanctions par vengeance. Ali Abazi s'est proposé d'aller montrer le film à Trump et d'en parler avec lui pour que le film puisse sortir. POV, tu parles avec le fou du train pour pas qu'il tue ton film. Mais la situation semble bel et bien bloquée pour le moment, alors que l'équipe visait une sortie avant novembre pour surfer sur la hype des élections en approche. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est marrant quand T'as même. résumé toute la situation, je crois bien. Bah franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Mais c'est trop drôle, le coup du proche de Trump qui finance le film. Oui, c'est trop marrant. Mais il est con Bah, ce gars. attends, moi j'avais Après, les proches de Trump, ils doivent qu'est-ce être que cons. c'est drôle quoi. Qui est plus con entre le proche de Trump qui finance par accident un film qui critique Trump et les mecs qui se disent on va prendre son argent, on sait jamais. Bah lui, oui. Franchement, si tu peux chouer de l'argent à des proches de Trump pour critiquer Trump, c'est trop drôle. Ah, c'est trop marrant. Bon, ouais. On espère quand même que le film pourra sortir. Et on finit par une actualité un peu moins rigolote, un décès qui a fait beaucoup parler. Eh oui, on a appris jeudi le décès de l'acteur Donald Sutherland à l'âge de 88 ans. C'est son fils Kiefer qui a partagé l'information sur Twitter. Un très grand acteur nous quitte donc cette semaine. Évidemment, son rôle le plus grand public restera celui du président Snow dans la saga Hunger Games, rôle qu'il a tenu jusqu'au dernier opus de la saga sorti en novembre, où il fait une petite apparition vocale. Mais il a aussi tourné plusieurs fois avec des noms immenses, parmi lesquels on retrouve Fellini, Bertolucci, Chabrol, Altman, Eastwood ou encore plus récemment James Gray. Donald Sutherland a donc eu une immense carrière et on le salue. Est-ce que ce décès vous a touché ? Bah, c'est un grand comédien, Donald Sutherland. C'est un immense comédien. Un film avec lui qui vous a marqué ? Toute la saga Hunger Games, moi je suis une très grande fan. Hunger Games, donc, ok. forcément... Le film d'horreur Ne vous retournez pas. C'est un film d'horreur qui se passe en Italie, à Venise, et je le trouve incroyable ce film.
Lucas, J'en ai non. aucune idée à part les Hunger Games. Ah ouais, MASH aussi. était Moi, dedans. l'invasion des profanateurs de Sculpture, ouais. mais en vrai, c'est le seul remake. que j'ai pas vu. Ah. Quoi ? J'ai vu Il a celui vu une d'avant et image, celui en fait. d'après. Mais J'ai vu il a vu une image et il s'est dit ouais, ça doit être bien vu. Si j'ai aimé les deux autres, ça doit aller. Bah oui. Quoi. Il a checké sa filmo avant l'émission. Il a révisé. Non. Bon bah merci beaucoup en tout cas Hugo pour ces dernières news de la saison. Comme je l'ai dit en intro, 3 films sont au programme de nos houleux débats de la soirée. The Bike Riders, Vice Versa 2 et Maria. Et on débute par la traditionnelle cuvée Pixar de juin. Après plusieurs tentatives infructueuses de lancer de nouvelles sagas, le studio Disney nous ressort ses bonnes vieilles franchises et notamment une suite à son classique de 2015, Vice Versa. Est-ce que ce nouvel épisode, mis en scène par le néophyte Kelsey Mann, nous a rempli d'émotions ? Réponse après la bande-annonce. Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place. Voici colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur. Non, recrache, c'est pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà ennui. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah. T'es le champion du monde des mains moites, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Et Riley, il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Clairement pas un rêve. Et oui, Vice Versa 2 de Kelsey Mann qui remplace Pete Docter qui était à la réalisation du premier épisode. Fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Et alors on retrouve au casting vocal, alors en VO, Amy Poehler, Lewis Black, Lisa Lapira, Tony Hale, Phyllis Smith, Maya Hawke, Paul Walter Hauser, Adèle Exarchopoulos qui joue aussi Ennui donc en VO et en VF. Côté VF, Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry qui reprennent du service et rejoint notamment par Dorothée Pousseau et donc Adèle Exarchopoulos. 28e long métrage Pixar, déjà le plus gros succès de l'année cinéma. Avec plus de 700 millions de dollars de recettes, c'est assez fou. Ça a dépassé les recettes du premier épisode qui avait fait 4 millions d'entrées en France. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de cette suite? Est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Moi j'avais déjà beaucoup aimé le premier et puis surtout il était sorti pile, j'avais le même âge que le personnage principal quand il est sorti, donc j'étais pile dans l'axe. Donc t'étais le public visé. J'étais exactement le public visé, donc ça avait très très bien fonctionné sur moi. J'avais un peu peur de la suite parce que je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé Alerte Rouge et j'avais peur qu'il y ait un traitement très similaire et je trouve que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il est pas mal comparé à Alerte Rouge pour les thématiques qui ouais, c'est pour ça, c'est parce qu'il l'adolescence, tout ça. Mais je le trouve plus intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué dans celui-là, une en particulier à la fin où j'ai pleuré. Je pleure beaucoup en ce moment.
J'ai l'impression de pleurer à chaque fois que je vais voir un film au cinéma. Mais arrête d'y aller. Ouais, je vais faire ça. Regarde plutôt un match de l'équipe de France de foot. Ah non, c'est pas mieux. T'exprimes tes émotions, Lucas. Oui, non, mais justement, je trouve que ça a montré avec beaucoup de justesse un moment de la vie qu'on a tous un peu vécu et où on est en proie donc à son anxiété, où on a des émotions beaucoup plus négatives qui prennent le dessus, où on doute, où on fait des choses qu'on n'assume pas forcément après, et je trouve que le film est très intéressant dans la manière dont il montre tout ça, dans la manière dont il montre le chamboulement dans la tête de cette adolescente, et je pense qu'on se retrouve à peu près tous là-dedans dans ce qui lui arrive. C'était déjà le cas dans le premier, et là je trouve que c'est tout aussi fort là-dessus. Il est peut-être moins marquant que le premier quand même. Ouais, dans moi un c'est sens. ce que j'allais dire. Tu me dis que t'as pleuré, bon je veux bien te croire, je sais que t'es une petite. Vas-y. Non, je rigole. Je savais que j'allais dire un truc de bâtard et j'ai dit je vais pas le dire parce que je le pense pas vraiment. Mais je trouve qu'il est moins impactant émotionnellement que le premier épisode. Je sais pas ce que vous en pensez vous autour de la table. Alors c'est de la radio, il faut parler. Il faut pas faire juste. Je l'ai vu à l'instant, il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup touché, surtout sur la fin. Et merci. Je pense que le premier était très impactant parce qu'on découvrait tout cet univers et tout. Mais j'aurais du mal à dire si le deuxième là est au niveau du premier. Moi je le trouve en dessous en tout cas ce second épisode. Il est moins, alors il y a moins l'effet de surprise c'est sûr, et il touche moins, il prend moins, ne serait-ce déjà que la musique. Je trouve que c'est Andrea Datzman là qui s'en occupe dans ce second épisode. Par rapport à la musique de Michael Giacchino, on est à des années-lumière. C'est pas comparable, c'est Michael Giacchino quoi. Michael Giacchino, c'est pas toujours. C'est marquant quand ils reprennent le thème du premier en fait. Ils le reprennent au tout début, non ? Non, ils le reprennent plusieurs fois. Ouais, mais voilà, il y a un moment ça, où il y a une espèce où ils font une espèce d'instru rock avec le thème justement. Je me souviens plus à quel moment c'était exactement, mais je sais qu'à un moment ils font une espèce d'instru rock. Mais l'univers du film, il est tellement généreux, je trouve, tellement inventif que moi ça me faisait plaisir de retourner dedans avec les couleurs partout, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein d'éléments aussi qui rentrent en résonance sur la narration, tout ça, et le mélange d'animation aussi qui à certains moments c'est assez cool. Avant de poursuivre sur ces débats, on n'a pas encore fait d'happening avec Florent. Florent, à ce qui paraît, tu nous imites très bien Gilles Lelouch quand il s'énerve, non ? Mais c'est pas possible. Voilà. C'est tout. Attendez. Est-ce que tu peux nous imiter Pierre Ninet qui a peur ? Alors, c'est parti. Non, mais ça va pas du tout. Wow. C'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. J'avais l'impression de revoir le film. On vous avait promis des moi j'entendais plus Pierre Ninet qui imite Laurent Deutsch dans un sketch. Marie, du coup, t'en penses quoi ? Tu disais ça de... Alors, je vais pas être aussi dithyrambique que certains autour de cette table. C'est un film. Encore passé pour l'idiot gentil. Pas du tout. J'avais bien aimé le premier, mais sans que ce soit non plus un banger pour moi. Et là, c'est un film qui m'a diverti. Je ne dirais pas le contraire, mais je trouve que il s'est loupé sur pas mal de points. Et notamment le sujet principal de son film qui est l'adolescence. Déjà, Lucas, tu soulevais un point, toi tu disais que ça t'avait touché à l'époque parce que tu avais l'âge du personnage. Effectivement, moi j'ai ce problème quand je vois ça, ça me ramène à moi, mes années ado et tout ça. Effectivement, on a tous vécu des choses très compliquées. T'es allé dans des stages de hockey sur glace aussi. Ouais, bah bien sûr. Et puis j'étais hyper forte, je mettais tout le temps. Mais problème des riches. Tu t'éteins les cheveux en rouge ? Bien sûr. Ça, c'était quand j'étais plus petite, les cheveux rouges, mais bon. C'est une autre histoire. Moi, quand je regardais là, le film tout à l'heure, pas du tout, c'était il y a 2 jours. En fait, je me disais, moi, j'aimerais bien avoir une version adulte. Parce que moi, tout ce que je vis en ce moment, les émotions les plus difficiles, c'est celles adultes, je trouve, là, pour le coup. Mais c'est marrant, parce que cette réflexion-là, je me la suis faite aussi. Ouais. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au... j'aimerais bien. Mais c'est marrant, parce que mon père, il m'a fait cette réflexion aussi. Mais c'est marrant, on est tous connectés, on a tous les mêmes petits bonhommes dans la tête. T'es en train de nous comparer à tes parents, tu crois qu'on est si vieux que ça, ou quoi? Il sait plus quoi dire. Et ouais, vas-y Marie. Et en fait, moi j'ai ce problème de décalage en fait que j'avais déjà avec le 1, 2, c'est plus mon âge. Il y a des films qui peuvent me toucher, c'est pas mon âge. Mais là, j'arrive pas à me projeter. Voilà, exactement. Et le 1 m'a peut-être un peu plus touchée parce que l'enfance, ça me touche un peu plus que l'adolescence en général dans les sujets. Mais là, je trouve qu'il se loupe sur le sujet principal qui est la puberté.
on a un personnage qui est une fille en plus, donc il y a max de choses à dire sur la puberté, notamment chez les filles, et c'est survolé, mais alors à un point terrible. C'est-à-dire des choses qu'ils faisaient dans Alerte Rouge, par exemple. Par exemple. Ceci dit, Alerte Rouge, pour moi, c'est du même niveau, là, pour le coup. Mais je trouve que tout est survolé. L'histoire, elle se tient sur 3 jours de la vie de Riley. Donc en fait, t'as pas le temps de parler de plein de choses qui peuvent se passer durant l'adolescence. C'est 3 jours concentrés où elle a des problèmes avec ses amis. Ce que tous les adolescents ont eu, et voilà, je ne le nie pas, moi aussi. Mais en fait, je trouve que l'adolescence, c'est bien plus complexe que ce qu'ils montrent dans le film. Et les nouvelles émotions qui sont là, genre anxiété, elle est très bien, parce que ça, je pense qu'on a tous une petite anxiété dans la tête, ça, y a pas de problème. Mais tout ce qui est envie, embarras, ennui, pour moi, c'est juste ce qui découle de l'anxiété. C'est pas des. Je trouvais que c'était très arbitraire le choix des émotions liées à l'anxiété. Ouais. Je suis en mode. Déjà, je trouve que Adèle Exarchopoulos, ça se fait vraiment chier d'être là. J'ai l'impression. Après, elle doit jouer le fait de se faire chier. Oui, je sais, mais j'ai l'impression qu'elle a pas été enregistrée en même temps. Ah ouais, il est trop bizarre au doublage. Et en anglais, ça passe pas très bien. Je sais pas si vous l'avez vu en anglais. Oui, je l'ai vu en anglais. Moi, je l'ai vu en anglais. C'est bizarre. Elle est nulle. C'est vraiment bizarre. En VO, c'est assez bizarre parce que même parfois, elle parle en français. Oui, elle parle en français. Ils avaient expliqué leur choix parce que juste l'ennui en anglais se dit ennui et du coup ils se sont dit ça serait marrant de prendre quelqu'un de français. Non, c'est juste qu'ils détestent les Français et qu'ils nous voient comme ça, je suis sûr. En tout cas, le réalisateur s'est défendu comme ça. Oui. Mais enfin voilà, moi c'est pas forcément ce type d'émotion-là que j'aurais choisi pour présenter l'adolescence, et j'aurais parlé de bien plus de choses que juste je suis stressée de pas avoir d'amis au lycée. Enfin, en vrai, c'est bien plus complexe que ça, l'adolescence. Et surtout qu'au début, t'as un gros truc qui sonne, qui marquait puberté en énorme. Tu sens que ça va être ça le problème. Et en fait, le problème, c'est juste que ses potes sont pas avec elle, quoi. Et en fait, c'est, du coup, tout ce sujet de la puberté est survolé. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage. C'est un peu le parti pris un peu gratuit pour toi. De partir de exactement. ça, en fait, parce que ça parle pas vraiment de la puberté. Ouais. Ça parle d'un problème qu'on aurait pu avoir à tout âge. Et qu'on gère plus ou moins facilement, quoi. Mais après, le problème du 1, c'est le déménagement, tu vois, dans une nouvelle ville. Mais là, et c'est tout, un peu pareil. C'est Riley qui se retrouve d'un nouvel espace qu'elle ne connaît pas, et du coup elle doit s'adapter à cet espace. Et je trouve que c'est plus fort dans le 1. C'est bien plus fort dans le 1. Bon. Et dans le 1, on est beaucoup plus dans sa tête. Là, on est beaucoup à l'extérieur de sa tête. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la complexité de l'univers qu'ils ont créé pour être dans sa tête. Et là, on voit un peu encore les étagères de souvenirs, on voit le fil des pensées. Essayé de creuser d'autres choses, voilà. Oui, mais du coup, ils survolent tout, je trouve. Le courant de pensée, on le survole. La faille de sarcasme qui se crée, c'est hyper survolé. On en parle 2 secondes pour la blague, et voilà. C'est dommage, ça aurait pu être beaucoup plus le tréfond. Pareil, on y est 2 secondes, alors que tout pourrait être plus intéressant et mener plus loin. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que je suis sortie en me disant, je vais l'oublier en fait. Bon, je vais l'oublier. Moi, quand même, je rejoins Lucas. J'ai quand même passé un bon moment perso, et notamment la scène du coffre-fort. Oui, pour moi, c'est sûrement l'une des meilleures scènes de l'année tout court. Bon, c'est super drôle. Avec la parodie de Mickey, X-Dora. Voilà, ouais. Banana Outi, cœur sur toi si tu nous regardes. Gauthier, on t'a pas trop entendu sur le film. Alors j'ai passé un super moment, mais après mon problème c'est que narrativement c'est quasiment la même chose que le 1. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Riley qui se retrouve dans un nouvel espace, du coup c'est comment s'adapter, comment les émotions doivent s'adapter à ce nouvel espace, et même la résolution finale c'est la même chose que dans le 1. C'est globalement la même chose, sauf que ça avec des nouvelles émotions, mais ça n'apporte... Tu ne pardonnes pas ce remake. Facile, quoi. Mais après, en sortant, je me suis fait la même réflexion que vous avec un ami, et on s'est dit, s'il y a un 3ème, ça sera le Toy Story 3, mais de vice-versa. Ça sera vraiment, on pense un truc vraiment fort, parce que si on voit Riley début adulte, 18-19 ans, je pense qu'on peut voir vraiment des passages très très forts, et du coup, très curieux de voir ça, et en plus avec le succès qu'il a en ce moment, je pense qu'il va, ça va être très vite annoncé qu'il va avoir un 3ème opus avec des nouvelles émotions, notamment nostalgie qu'on voit 2 minutes dans le film. Je pense qu'elle va revenir pas mal de fois. Nostalgie, par contre, je l'ai adoré. Purée, moi, elle est dans ma tête depuis au moins 10 ans, par contre. Bah oui, ils lui ont dit reviens dans 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter sur ce film? Ouais. Vas-y. Non, j'ai l'impression que tu avais parlé, c'est pour ça. Non, j'ai à peine parlé. J'ai le droit. Bah, parle. Non, enfin, juste peut-être pour revenir à ce que tu disais, Marie, c'est vrai que ça fait un peu croire que ça va partir sur la puberté, mais je pense plus que c'est juste pas leur sujet, et que c'est plus un peu ce tournant, et que c'est pour ça que ça se déroule sur un temps très court, où elle doit un peu décider entre sa vie sociale et sa vie début professionnel, on va dire. Et moi, ça m'a pas du tout dérangé, en tout cas. Par rapport aux nouvelles émotions, je trouve que le personnage d'anxiété est vraiment très très fort, que c'est vraiment le personnage auquel on s'intéresse le plus,
j'aime beaucoup en plus tous ces paradoxes et tout, mais c'est vrai que les autres sont quand même beaucoup moins marquants parce que ils savent pas grand chose hein. Dans le premier, les personnages principaux c'était quand même principalement joie et tristesse, ouais, mais les autres étaient quand même, je trouve, forts et faisaient sens. Et là, ouais, ils font pas trop sens. Mais sinon, je suis content parce que moi, j'ai pas vu Alerte Rouge, donc je pourrais pas comparer, mais ça faisait longtemps qu'un Pixar m'avait pas autant touché. Et là, ça a beaucoup marché. C'est vraiment aussi le genre de truc que j'aime chez Pixar, c'est d'avoir un film d'animation pour enfants et adultes qui parle de sujets... Marie, elle est pas d'accord sur ça, pour celui-là. Ouais. Ça m'a pas parlé. Ouais. Mon adolescence était bien plus compliquée que ce qu'on voit dans le film, par exemple. Oui, mais c'est que ils veulent pas traiter le sujet globalement, je pense. Mais ouais, je trouve que par rapport à d'autres films de ce genre-là, qui veulent parler de sujets universaux, là, ça marche beaucoup mieux parce que c'est, je trouve, très ancré dans le réel et ça parle de thèmes. Surtout, le message final, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. J'ai été hyper touché, toute la scène avec la crise d'anxiété et tout, et puis tout ce qui en découle. C'est là où j'ai pleuré. Je comprends. J'aurais pu aussi. J'étais sur le banc. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ces thèmes universaux sont traités par le prisme du réel et pas de manière floue et... je trouve que ça résonne vraiment en moi. Très bien. Bon, c'est sur les mots de Nino que nous avons terminé ce débat sur Vice Versa 2, qui au final, on est quand même assez... on n'est pas mitigé, mais je veux dire, on est disparate dans l'équipe. J'ai parlé de la musique du film tout à l'heure. Il est temps de faire une première pause en musique, non ? On est d'accord ? Bien sûr. Ouais, on est d'accord. Et on aime tous la musique Vice Versa, hein. On n'est pas d'accord ? On adore la musique. Bon, c'est parti pour Vice Versa. Je suis Drive. Je suis Diams. Papa veut que je taffe, mais moi je rends du popo, il gère des taspes. Je suis le roi du ghetto, je suis un violent, j'aime trop les tarter. Papa tu meurs à faire l'agneau, moi je suis un parfait danger, s'il le faut j'irai au parquet. J'ai 14 ans et je veux ressembler à. Tandis que ma petite sœur, elle s'identifie à. Parfucheur à des ballonnets, j'ai connu pour décommer. Pour fond, c'est toi que je parle, dis-moi, tu me reconnais. Les grands frères me fliquent, les filles me poursuivent. 10 ans ferme pour crime, ça fera de moi un king. Il paraît que j'ai trop d'orgueil, que j'ai toujours tort. Je vais finir à la mort, car croire que j'ai déjà mort. Je m'en fous de tes commentaires, de toute façon j'ai déjà mon père qui me dit vu comment peut-être tu vas finir en enfer. Et si t'entends du bordel, c'est que je suis dehors. Ou bien qu'une meuf mortelle a cramé que je suis hardcore. Mon père me saoule, il ne veut pas que je bouge. Rien à foutre, ce soir je sortirai en douce. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Il croit que je suis doux, mais je braque et je les drogue. Ma mère me saoule, elle ne veut pas que je bouge. Rien à foutre, ce soir je sortirai en douce. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Elle croit que je suis douce, mais je braque et je me Maman veut que je taffe, mais moi j'aime trop la night et tous ses aspects. Diva du ghetto, j'ai trop la classe, ils sont dépassés. Moi, j'ai fui les bancs de l'école pour les palaces. Et remplis mon armoire de Gucci ou de Versace. J'ai 17 ans et je veux ressembler à. Pendant que mon petit frère lui s'identifie à. Pas le style de fille à coucher pour une bouchée ou cartouché par des bouchers. Savoure avec les yeux mais ne viens pas toucher. Je suis seul dans ma bulle car je suis la queen de ma sphère. Les petites sœurs m'adulent me voyant faire le tour de l'hémisphère. Cherche l'âme sœur, plutôt millionnaire et quadragénaire. J'ai le phone de 2-3 tortionnaires si ça te dégénère. Je fais ma belle brille au milieu des fleurs fanées. Je suis damné pour la daronne qui me répète que je suis condamné. Chaque jour essaie de me maquer ou de me caser. Sans succès, j'ai la folie des grandeurs et la folie du pèse comme les boursiers. Ma mère me saoule, elle ne veut pas que je bouge. Rien à foutre, ce soir je sortirai en douce. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Elle croit que je suis douce, mais je braque et je me drogue. Mon père me saoule, il ne veut pas que je bouge. Rien à foutre, ce soir je sortirai en douce. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Il croit que je suis doux, mais je braque et je les drogue. Franchement, Drive, on leur a donné ce qu'ils voulaient entendre, non? Ah, je crois qu'on leur a tout dit là, laisse tomber. Drogue, violence, glauque, insolence.
l'arrogance. Non, franchement, c'est bien. Ouais, mais je sais pas, sincèrement, Diams, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? La vérité, c'est qu'il faut leur dire. Papa veut que je taffe, mais moi je fais trop le con, je dois me calmer. Squatter à la maison quand y a rien à faire au quartier. Papa du genre à suivre le move. Ah ouais, toi t'es un ouf, moi j'ai un job, je vis en couple quand t'as les flics aux trousses. La vérité, c'est que moi je construis quand tu consumes. Je vis en paix, ouais, j'emmerde les psys que tu consultes. Je suis un modèle de réussite, un bon fils pour la daronne. Dans le lycée, je fais du chiffre, je suis un baron pour la baronne. Veut que je taffe, j'ai plus le temps pour les polos, riche dois bosser, m'accrocher pour la mif, les rendre fiers au gré de mes projets, les trophées. Donc de la valeur qu'avec le labeur, à la sueur de ton front t'auras les honneurs du daron. Je squatte les bancs de la fac pour caresser l'ambition, pendant que les tasses en bois se lâchent tout en mode exhibition. Passe le temps à michetonner ou se faire donner, moi je préfère les étonner, honnêtement de la soumission, je suis pas abonné, non. Ma mère me saoule pour mon bien donc je me bouge. Rien à foutre du piste, vos choix de trop pouces. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Quand les jeunes jouent les fous, moi j'ai mon mec et j'ai mon job. Mon père me saoule pour mon bien donc je me bouge. Rien à foutre du piste, vos choix de trop pouces. Y'a pas de doute, on n'est pas de la même époque. Quand les jeunes jouent les fous, moi j'ai ma meuf et j'ai mon job. Ouais bro. Tiens, DRY. Wati B. Bah oui, hein, parce que quand je parlais de Vice Versa, vous avez sans doute compris que je parlais de la chanson Vice Versa de Dry et Diams. Ça n'avait pas été du tout surpris. Non. Hugo, tu voulais dire un mot sur Vice Versa 2 parce que je trouve que non, mais on t'avait trop entendu sur le sujet. Bon, tu voulais encore ajouter quelque chose. La parole. Non, je voulais juste dire que j'avais beaucoup aimé le cast en VF, ce qu'on n'a pas du tout parlé, notamment Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Je trouve qu'ils m'ont fait beaucoup rire dans le film, voilà. Donc et en plus j'ai bien aimé le fait que il y a 5 comédiens du coup qui étaient sur le premier, qui sont des comédiens installés, qui étaient limite des star talent à l'époque, mais que là ils sont allés chercher des comédiens de doublage un petit peu plus, côté. Voilà, pour rajouter, et qu'ils les aient mis en avant dans la promo aussi. Donc très bien, et ben on reste sur ce mot-là alors. Je le préfère parce que celui de Nino c'était chiant. Enfin bref. Son Nino. Passons à notre deuxième film de la soirée, et c'est pas n'importe quel long métrage puisque nous allons parler du retour de Jeff Nichols. Après avoir sorti 2 films en 2016, Midnight Specials et Loving, il aura fallu attendre 8 ans et l'abandon du préquel de Sans un bruit pour revoir Jeff Nichols. Ça donne The Bike Riders, on en parle après ça. Kathy, why don't you talk to me about when you first met the guys? From the beginning, it was a golden age for motorcycles. Somebody told me you're the guy I need to talk to. You're the man in charge. I built this club out of nothing. I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time. I'm Benny. I have to admit, he took my breath away. How many stoplights did you run? They said 7. It felt like more. Hey, you can't have those colors on in here. You'd have to kill me to get this jacket off. You won't sit down. You know who did it? It's another club. Get the guys together. Burn it down. We gotta go. Nah, we don't. They're scared of us. After that, things with the club really changed. Is that what this club is now? You can't handle it. You can give everything you got to a thing. And it's still just gonna do what it's gonna do. Dans un bar de la ville, Katie, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique. Comment ? Il faut un truc qui finisse par I. Billy ? Non, c'est Johnny, vous avez oublié, Johnny. Pas Raphaël Quenard, attention. Donc ce gang évolue peu à peu. Dans le rôle de Katie, on retrouve Jodie Comer, dans le rôle de Benny, Austin Butler, et dans le rôle de Johnny,
Tom Hardy, mais également au casting Michael Shannon, Mike Fest, Norman Reedus et encore plein d'autres. Très gros casting. Et oui, Michael Shannon qui retrouve une nouvelle fois Jeff Nichols. 6 longs métrages de Jeff Nichols, 5 fois je crois. Michael Shannon n'est pas dans le Loving, si ma mémoire est bonne. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de The Bike Riders ? Globalement, je pense que j'ai passé un bon moment, mais je suis quand même un petit peu sur ma faim, parce que je pense qu'il y a un problème de structure. Ouais. Le film, du coup, c'est l'adaptation d'un livre qui a été écrit par un journaliste qui a rencontré cette bande de... un journaliste photo en plus. Voilà, un journaliste photo qui a rencontré cette bande de bikers pendant plusieurs années. Et du coup, le film de direct, voilà, on est l'adaptation de ce livre. Et au final, le personnage du journaliste, il est un petit peu là en retrait, alors que c'est Mike Fest qui joue le journaliste qu'on a vu dans Challengers cette année. Ouais. Et je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié le film si le film avait assumé d'utiliser le journaliste comme vraiment point d'entrée dans la bande, de suivre la bande à travers les yeux du journaliste. Je pense que ça aurait été intéressant. Et là, je trouve que du coup, il y a trop d'allers-retours, de flashbacks, et parfois c'est bien les flashbacks, mais parfois ça marche pas. Et là, pour moi, c'est ce qui bloque un peu le film. Je suis assez d'accord avec ta remarque. C'est vrai que le personnage de Mike Fest, au final, il est assez limité. Anecdotique, et on pourrait complètement le supprimer. Même j'aurais pas été étonné que la Universal, quand elle a récupéré le film, elle dise on le supprime, mais bon. Ouais, parce que du coup toutes les interviews avec Jodie Comer elles servent à rien, enfin c'est un petit peu bizarre. J'ai quand même apprécié Tom Hardy, parce que Tom Hardy, je trouve que le rôle va trop bien à Tom Hardy et qu'il le joue parfaitement, et il me fait trop plaisir dans ce rôle. Austin Butler, pareil, il a un charisme dans ce personnage qui est trop bien. Et d'une manière générale, je trouve que genre tous les mecs qui jouent les bikers ont tous quelque chose. Bonne gueule. Ouais, voilà, une bonne gueule. Même Norman Reedus. Oui, mais c'est normal. Il y avait un film avec des motos, forcément Norman Reedus il a. Oui, voilà. Et puis il a les dents un peu découpées, je crois, j'ai l'impression, ou je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait les dents en triangle et tout. Je trouve qu'il avait la gueule de l'emploi. Et du coup, ouais, globalement les interprétations sont bonnes, mais je trouve que la structure est un peu chaotique et du coup ça aide pas forcément à suivre le film. Ouais, c'est dommage, puisque je trouve que la narration a quand même quelque chose de surprenant, c'est qu'on nous place du point de vue du personnage donc de Katie, jouée par Jodie Comer, dans un film sur des bikers. On s'attend pas à ce que ça soit elle finalement qui prenne le lead du film. Est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant ce point-là ? Bah ouais, et moi je suis pas d'accord avec vous justement par rapport aux journalistes, parce que je trouve que ça ancre encore plus dans l'histoire toute cette époque, et je trouve que c'est beaucoup plus fort que si juste le film avait commencé par inspiré de faits réels ou un truc comme ça. Non, mais je suis d'accord sur le fait que ça... en fait, au tout début, tu te dis « Ah, bonne idée, c'est bien, ça rajoute une trame en plus, ça rajoute quelque chose en plus, une couche, un degré de lecture en plus. » Sauf qu'au final... Oui, mais justement, il n'y avait pas forcément besoin d'en faire une trame narrative, un arc à part... Moi, je trouve ça très bien. Mais là, ça nous donne juste une info. Une info, il y a un journaliste qui a suivi ces bikers. Et qui en a fait un livre. Voilà, ouais. J'ai trouvé que c'était suffisant comme procédé, qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus par rapport à ça. Et qu'en plus, ça permet la construction du film avec ces entretiens qui se font sur la durée et qui découpent un petit peu le film. J'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Ok, très bien. Gauthier, qu'est-ce que tu as pensé toi de The Bike Riders ? Tu rejoins Nino ? Je suis très mitigé dessus parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Tout simplement, au tout début, on nous montre que ce groupe de bikers, en fait, c'est juste des vieux mecs qui s'ennuient, tout simplement. C'est le personnage de Tom Hardy, il veut faire ce groupe de bikers parce qu'il a vu un film à la télé. Brando, il a vu l'équipe sauvage. Voilà, il a vu ce film et il s'est dit tiens, moi aussi je veux participer à ça. Mais au final, ils ont aucun but, ils sont juste perdus. Quand ils font de la moto, ils se retrouvent juste dans un squat, ils font rien, ils se battent et c'est tout. Et mais c'est ce qui fait que je le disais en off, j'ai l'impression que la première partie du film elle est un peu comique. Le ton en tout cas est comique, et Jeff Nichols il pose un regard assez comique sur ce monde des motards, mais en respectant quand même tout l'univers, et notamment à travers cette scène avec Tom Hardy, et je trouve que ça désacralise un petit peu le côté très masculin en fait des bikers. En fait, le début, moi j'avais bien aimé tout ça, mais après au bout d'un moment j'ai trouvé que on s'attendait à tellement tout ce qui va se passer. Moi je me suis très vite ennuyé parce que le film fait quasiment 2 heures, mais au bout de 20 minutes je savais où est-ce que ça allait aller. J'allais comprendre que ce groupe allait prendre beaucoup trop d'ampleur, du coup les gérants ne vont pas réussir à garder tout ça, enfin à canaliser tout ça, et du coup je me suis très vite ennuyé. Aussi Butler, je le trouve un peu chiant
parce que je trouve qu'il est vide. Il a un côté quand même un peu mystique, je trouve, dans le film. Il est là sans être là, il passe, il vient, et je trouve avec la fin, c'est assez cool. Moi je trouve pas. Je trouve que le début il marche bien parce qu'il a un côté très mystérieux quand il squatte dans la maison de l'actrice. Ouais. Je trouve ça ok, ça fait très très lourdeau, mais j'aime bien. Il donne un côté un peu comique comme t'as dit, mais au bout d'un moment je le trouve très vite ennuyeux et je me suis vraiment pas attaché à ces personnages et c'est assez triste. Il y a une très belle scène, je retiens ça. Il y a une très belle scène autour d'un incendie que là j'ai trouvé vraiment la scène la plus forte du film. Okay. C'est aussi que c'est pas un film à suspense. Moi ça va pas du tout. Enfin, je vais contrer tous vos arguments, ça va être ça mon intervention. Mais je trouve que c'est un film qui marche vraiment bien. Tout film devrait être à suspense. Ouais. Vraiment, tout film est à suspense. Tu veux savoir, tu veux connaître la suite, même si c'est pas un suspense, même si c'est pas un thriller ou quoi. T'as envie de savoir la suite. Et là le fait que ça soit, oui, mais le fait que ça soit téléphoné à ce point, franchement, t'as vu l'impasse de Brian De Palma, tu sais déjà où il t'emmène le film. Moi, j'ai pas arrêté de penser à l'impasse de Brian De Palma, et notamment avec le personnage du jeune. Pour moi, c'est copier-coller sur Benny Blanco, si vous avez vu l'impasse. Et c'est la même chose. J'ai entendu d'ailleurs qu'il a dit qu'une de ses grosses références aussi, et ça se ressent un peu, c'est Les Affranchis dans la manière de défendre une contre-culture. Mais justement, je trouve que le film marche très bien pour vraiment dépeindre toute une époque, et au final, l'époque est presque plus importante que les personnages, et c'est un peu... c'est en plus l'époque qu'on voit évoluer plutôt que... Enfin, du coup, forcément, les personnages aussi à travers, mais... Je te l'accorde, il y a un soin qui est accordé aussi au décor, aux accessoires. Enfin, même à l'ambiance, en fait, à la mentalité, et à comment est-ce que on passe de gens qui s'ennuient et tout à la fin des années 50 à un truc qui devient vraiment organisation criminelle et tout au début des années 70. Et je trouve que cette évolution, elle est vraiment au cœur du film et de l'intérêt. Et moi, je me suis pas du tout ennuyé, et ça m'a vraiment... j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Finissons par toi, Lucas. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de The Backriders ? Moi, j'ai bien aimé. Coupe la poire en deux. J'ai bien aimé, j'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. J'étais surtout content de revoir Tom Hardy, qu'on n'avait pas vu au cinéma dans un autre rôle que celui de Venom depuis 2018. Oh putain, c'est vrai. Donc j'étais très content de le revoir dans un film, surtout que la performance est vachement cool. Il modifie sa voix, je trouve ça cool. J'adore Jodie Comer aussi. À chaque fois que je vois un film... Moi, je trouve qu'elle en fait des caisses à fond. Je trouve que ça marche, parce que le personnage, il a un peu... le personnage est comme ça, donc je trouve qu'elle est vraiment bien. On la pardonne. Elle m'a bien fait rire. Je trouve qu'il y a une scène très très forte avec elle que je voyais pas venir, et quand elle est arrivée, ça m'a quand même bien pris au trip. Mais et sinon, qui montre l'évolution du gang, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et Austin Butler, j'ai l'impression que 90% des plans où il est là, les plans ils sont là pour montrer vous avez vu qu'il est trop beau, qu'est-ce qu'il est beau Austin Butler. Oui, il est beau Austin Butler, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon. Mais oui, aussi. Par contre, il est pas d'accord. le lien avec Les Affranchis, perso, moi, ça m'a sauté aux yeux, je trouve. Je trouve que la structure, elle ressemblait en moins bien à ce que Scorsese faisait avec Les Affranchis. Mais sinon, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que je me suis un peu ennuyé quand même, que le temps était long. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai bien aimé, j'ai pas adoré. Mais voilà. Dommage, hein. Moi, je suis fan de Jeff Nichols. Ça reste une petite déception, même s'il poursuit un petit peu sur le dernier film qu'il avait fait, c'était Loving, pareil, portraitisation des États-Unis, d'une époque américaine, et là on est clairement dedans avec Backriders. Et super playlist aussi. Super playlist. Oui, c'est vrai que c'est très cool. Jeff Nichols, j'espère qu'il l'a mise sur Deezer, Spotify, tout ça. 1972, Bernardo Bertolucci sort son sulfureux Dernier Tango à Paris avec Marlon Brando, dont on a parlé juste avant dans The Backriders, et Maria Schneider, donc ce film Dernier Tango à Paris. Quelques temps après, Maria Schneider parlera de l'agression qu'elle reçut pendant le tournage. C'est tout le sujet du second long métrage de Jessica Palud, Maria. On en parle juste après ça. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment ? Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria ? 19. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando ? Bernardo, Monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin ?
Comment vous avez fait pour l'aborder? Prise par surprise. On s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Me regardez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. Habillée, j'intéresse personne. Accroche-toi. Je suis là. Coupé. Elle a eu peur, Marie. Elle a eu peur du coupé de Bernardo Bertolucci, mais en même temps, vu ce qu'il fait sur ce tournage, ouais. Maria n'est plus une enfant et pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, Le Dernier Tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale. Dans le rôle de Maria Schneider, on retrouve Anna Maria Vartolomé, qu'on avait vu dans L'Empire. Le Comte de Monte Cristo. Ouais. Le Comte de Monte Cristo, mais l'événement aussi. Matt Dillon joue Marlon Brando. On trouve Céleste Brunkel. Surprenant, non? Non, mais je veux dire, ces dernières semaines, on l'a vu, on l'a vu deux autres fois. On l'a vu deux autres fois. Voilà, donc elle est là toutes les semaines. Et il y a aussi Yvan Attal au casting qui joue Daniel Gérin, le père, de Maria Schneider. Choix surprenant. C'est adapté, ça c'était surprenant. C'est adapté du livre de Vanessa Schneider qui est. La fille de Maria Schneider. Sa cousine. Mais c'est le quiz qui a déjà commencé. C'est le quiz qui commence. Ah merde. Et donc son livre, c'est qui s'appelle Maria. Non, qui s'appelle Tu t'appelais Maria Schneider. Nino, comme tu parles, est-ce que déjà tu as vu Le Dernier Tango à Paris? Est-ce qu'il y en a qui ont vu Le Dernier Tango à Paris? Non, je l'ai pas vu. J'avoue que c'est un film. Enfin, je connaissais de nom comme un classique et tout, mais je savais pas du tout que toute cette histoire avec Maria Schneider était particulièrement reliée à ce film. Okay. Et je trouve du coup que c'est important. C'est un peu mon approche. Voilà. C'était pour dire que le sujet de ce film est important. Déjà pour désacraliser à la fois un classique du cinéma et un réalisateur et un acteur mythique qui sont, je trouve, des sujets qui sont pas forcément hyper reliés. Voilà, quand on parle de Marlon Brando, on en parle forcément si on parle de sa vie, de beurre, quoi. Voilà. Et puis aussi, je pense que c'est aussi important de continuer à faire des films sur les violences sexuelles de cette manière-là, qui soient pas des films voyeuristes axés sur montrer des scènes de viol et tout. Ça, c'est pas du tout ce qui est important, mais plutôt de montrer vraiment les conséquences et à quel point ça détruit des vies. Et oui, ce qui est toute la deuxième partie du film. Voilà. On s'arrête pas au Dernier Tango à Paris dans Maria. Et c'est très bien. Et en plus, pour un biopic, moi j'ai beaucoup de mal avec les biopics, je trouve que là la construction était plutôt bien parce que ça se concentre vraiment sur les aspects importants par rapport à son sujet. Les codes classiques du biopic aussi sont délaissés. C'est peut-être ça qu'il n'y a pas d'année, il n'y a pas les vrais visages des gens à la fin du film, et tout comme ça. Ouais. Voilà, un tard qui revient souvent dans les biopics, c'est d'avoir enfants, un peu les scènes importantes auxquelles on s'attend. Là, ils y sont pas forcément, quoi. Bon, il y a quand même la scène. Oui, non, mais forcément importante. Forcément, c'est la scène, mais voilà. Mais hormis ça, hormis le fait que ce soit un sujet important et tout, et que ce soit bien d'en parler, ne serait-ce que pour contrer la culture du viol, le film m'a pas marqué comme il aurait dû, je pense. En fait, ce qui m'a surtout plu dans ce que ça dépeignait, c'est tout l'aspect sur son addiction à l'héroïne que je trouvais très bien faite, notamment la scène de la crise de manque qui est hyper impactante, où on voit vraiment sa petite amie qui doit l'aider dans ce truc-là, mais en même temps c'est hyper compliqué et la scène est vraiment terrassante, je trouve. Mais au-delà de ça, je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour que le film m'intéresse vraiment. Lucas, ton avis sur Maria? Je pose Boulaye. Je le garde. C'est pas de son âge là. Non, le pauvre. Je cache les oreilles. Je trouve justement que la scène à laquelle on s'attendait tous, elle m'a bien fait mal quand même sur le moment. Je trouve qu'elle est très dure à encaisser.
mais je trouve que dans sa deuxième partie... Mais elle est faite sans être en mode voyeuriste, c'est ça, tu vois. Ah oui. C'est pas... en fait, on se concentre surtout sur son visage, et c'est ce qui est peut-être encore plus terrible. Parce sur la non-réaction de Bertolucci aussi. Sur la non-réaction de Bertolucci et de l'équipe en général. Autour, parce que t'as même la femme... la script. Et je trouve que la scène, elle est glaçante, dure à encaisser, elle est vraiment glaçante, surtout avec Bertolucci qui vient la voir après et ce qu'il lui dit... Ouais, c'est un truc qui m'a un peu surpris d'avoir vraiment immédiatement ce qui se passe juste après, qui j'ai l'impression on se concentre pas trop sur ça d'habitude. D'habitude c'est vraiment genre juste l'instant de l'acte quoi, mais pas forcément ce qui vient juste après. Mais sinon la deuxième partie elle m'a malheureusement un peu moins intéressé, même si je trouve qu'il y a des moments forts, mais elle m'a un peu moins intéressé. Je trouve que Anna Maria Bartolomei est super dans le rôle principal. Céleste Brunkel, je dis toujours oui pour la voir, je suis toujours très content de la voir au cinéma parce que j'aime beaucoup Céleste Brunkel, mais c'est surtout Matt Dillon en Marlon Brando. Moi je n'attendais pas du tout à voir Matt Dillon en Marlon Brando. Tu vois Matt Dillon quoi. Ouais, c'est ça. Alors sur certains profils franchement ça fait très Brando, mais le problème c'est que le reste du temps je voyais vraiment trop Matt Dillon quoi. Donc c'était compliqué. Avec un maquillage de Marlon Brando, mais bon, c'est Matt Dillon quand même quoi. Gauthier. Globalement, j'ai le même avis que Nino et Lucas. Je trouve que c'est vraiment un film important. Toi, ils étaient pas d'accord. Non, mais si on est d'accord sur le fait que c'est un film important. Non, mais c'est un peu un cas zéro MeToo, Maria Schneider. Oui, au final. Je pense que ça remonte à... Non, mais parce dans ce qu'on connaît, tu vois. Ça a été un des premiers, enfin, j'allais dire accident, non, ça a été un premier cas d'acte sexuel médiatisé, qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur parce qu'elle a fait beaucoup d'interviews après, elle a beaucoup parlé, elle a essayé de libérer la parole. Bon, 60 ans plus tard, ça n'a pas libéré la parole totalement. J'espère 50. que... 50, oui. Peut-être dans 60 ans, ça sera bon. Bah, j'espère, écoute, au bout d'un moment. Bah après, là, avec le mouvement qu'on est en train de vivre, parce qu'on est un peu en train de vivre le MeToo français, j'espère que ça va vraiment s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Bah, ça y est, là, il va se faire des ennemis. Il y aura plus besoin de MeToo après ce que Gauthier vient de dire. Ça y est, il a mis tout le monde d'accord. Non, mais du coup... Oui, on retient facilement la scène de violence parce qu'elle est vraiment marquante et elle est bien faite. C'est rare de voir ça, mais elle est bien faite, elle est marquante, elle est importante et elle est très violente à voir. Même si on voit certains éléments, mais on voit pas tout. Elle reste néanmoins très très impactante. Et après, oui, je suis du côté de Lucas. La seconde partie m'a intéressé. Oui, j'aime beaucoup l'actrice qui joue la petite amie parce qu'on l'a vu dans L'Origine du mal. On l'a vu aussi récemment dans La fille de son père. Moi, je la trouve vraiment forte et j'espère la voir plus souvent dans des rôles. Mais voilà, c'est pas un film qui va me marquer. Son nom déjà. Oui, Céleste Brunkel. Voilà. Tout à l'heure, il nous a déjà fait la meuf avec Jodie Comer. L'actrice. Oui, c'est vrai. Avec un grand A. J'ai du mal à retenir. Hugo, qu'est-ce que t'as pensé toi globalement, je vais avoir du mal à vous contredire, mais je trouve que ce qui fait aussi la cruauté de la scène clé, en fait, c'est vraiment genre qu'on voit aussi beaucoup de scènes où ils sont très complices avec Brando juste avant. On voit que genre justement il essaye de l'aider. Alors quand tu dis complice, c'est entre Brando et Maria Schneider. C'est pas entre les personnages du Dernier Tango à Paris, c'est vraiment entre les... Et on voit qu'il essaie de l'aider, de lui apprendre des choses, et du coup bah c'est vrai qu'on comprend pourquoi il vit ça comme une trahison en fait, vraiment une grosse trahison et tout le choc psychologique. Je suis d'accord aussi que la deuxième partie est moins intéressante, mais c'est dur après de passer après cette scène. Oui voilà, parce qu'en fait la scène est tellement dure qu'après on s'attend à une montée en tension, au final pas tant que ça, c'est vraiment juste comment elle gère ça. Et non, franchement, j'ai trouvé ça globalement bien, même si je me suis un petit peu ennuyé. Ouais. Je pense que ça manque aussi peut-être un petit peu de folie. C'est assez, ça reste assez classique sur le visuellement, la mise en scène. Bon. Je peux rajouter un truc ? Oui, vas-y. J'ai pas vu Maria, mais je connais très bien cette histoire de Maria Schneider. Aujourd'hui, Bertolucci, il est toujours étudié en école de cinéma, Marlon Brando également. Qui se rappelle de Maria Schneider ici ? Personne. Mais ça, c'est une des bonnes choses du film, c'est de la mettre en avant. Absolument. Je tiens juste à dire qu'on se rappelle souvent des monstres et pas des victimes, et qu'en plus on les élève au rang de Dieu, et il faut que ça s'arrête en fait. Voilà. C'est dit. Et là, ça va vraiment s'arrêter. Quand c'était Gauthier, c'était pas sûr. Si seulement ça pouvait fonctionner comme ça. Vous savez ce qui pourrait arrêter tout ça aussi ? Un pudding de Florent. Un pudding de Florent. Fais Marlon Brando. Super moment.
Bonsoir à tous. Voilà, j'ai reconnu Marlon Brando. Ça fait des frissons. On adore ça. Est-ce que ça va suivre pour lancer l'interview de Maria avec la réalisatrice Jessica Palud? On va voir ça tout de suite. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Pour la dernière de la saison, nous sommes très heureux de recevoir Jessica Palud, réalisatrice cette semaine de Maria. Bonjour Jessica, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, merci. Bon, super. Alors, votre deuxième long métrage retrace quelques moments de la vie de Maria Schneider, et notamment le fameux tournage du Dernier Tango à Paris avec Marlon Brando. Avant de parler de votre film, j'aimerais connaître quel était votre rapport au film originel de Bernardo Bertolucci. C'est un film que j'ai découvert vers 18 ans, qui est un film que j'ai bien aimé, mais qui pour moi n'était pas mon préféré de Bertolucci. Et puis moi j'ai commencé ma carrière à 19 ans. En fait, j'ai été stagiaire sur The Dreamers, donc j'avais l'âge de Maria lorsqu'elle a fait le Dernier Tango, et j'ai entendu sur ce tournage, en fait j'ai entendu ce qui s'était passé sur le tournage du Dernier Tango, avec des versions assez différentes, assez confuses, et c'est quelque chose qui est resté en moi pendant plusieurs années, jusqu'à découvrir le livre de Vanessa Schneider. Ouais, donc c'est à partir de cette expérience-là en tant que stagiaire que vous avez... Il y a eu l'idée qui a peut-être commencé à germer? Non, l'idée non, mais en tous les cas, oui, forcément. En fait, je me suis toujours demandé ce qui s'était réellement passé sur ce plateau, comment il avait fait réellement pour la diriger. Je suis restée finalement dans quelque chose d'assez flou. Et puis, je suis devenue première assistante assez jeune. À 23 ans, j'étais première assistante. Et donc forcément... avec des gens autour de moi, à l'époque il y avait des plateaux extrêmement masculins, et j'étais souvent la plus jeune, et j'ai vu un dysfonctionnement du métier, et beaucoup d'humiliations, des humiliations envers des acteurs. Et quand j'ai découvert le livre de Vanessa il y a 4 ans, forcément ça a fait écho avec tout ce que j'avais, pas moi traversé personnellement, mais tout ce que j'avais vu. Et le livre de Vanessa Schneider, qui est la petite cousine de Maria, qui a pas mal d'écart avec Maria, et qui raconte du coup son point de vue sur sa grande cousine. Donc c'est vraiment le regard du témoin familial, et c'est un livre qui s'appelait Tu t'appelais Maria Schneider, et j'ai été bouleversée d'en savoir plus. Et surtout, ce qui m'a percutée, c'est de voir en fait cette jeune femme, cette jeune actrice, on est dans les années 70, et qui dit frontalement les choses, et qui n'est pas du tout écoutée. Et ça m'a bouleversée, ouais. Donc vous et Laurette Polmans, votre co-scénariste, vous vous inspirez donc librement de ce livre-là de Vanessa Schneider. Comment il s'est passé le travail d'écriture, ce travail d'adaptation ? Alors on appelle ça librement parce que, comme je vous dis, dans le livre de Vanessa, c'est le regard de la petite cousine, alors que moi, j'ai voulu traverser cette histoire à travers le regard de Maria et ne jamais la lâcher. Et puis j'ai dû aussi rencontrer des gens qui ont connu Maria au même âge, en fait, parce que Vanessa et Maria avaient quand même pas mal d'écart. Donc c'était important de rencontrer des gens différents pour entendre vraiment des choses différentes et essayer de toucher la plus belle des vérités de Maria. J'ai aussi rencontré des gens qui ont travaillé sur le Dernier Tango, dont une personne qui m'a aidée, avec qui j'ai beaucoup parlé et qui a lu plusieurs versions du scénario, jusqu'à me dire, voilà, on est vraiment... ce sont les bons mots de Maria. Ça, c'était important, parce que la plupart des mots qu'on entend dans le film, en fait, sont des mots de Maria Schneider. On a l'impression que ce sont des mots de 2024, mais ce sont vraiment des mots de Maria il y a 50 ans. Donc c'est ça qui est assez fou, alors que c'est des mots extrêmement modernes. Ouais. Donc elle avait quelque chose d'extrêmement moderne pour l'époque et extrêmement frontal. Et voilà, donc avec Laurette, on a repris ce roman, et en même temps, en faisant notre travail de recherche, et puis en se disant que Maria Schneider n'était pas un nom extrêmement connu, donc on n'allait pas faire un biopic en commençant à ses 5 ans et en faisant jusqu'à la fin de sa vie, surtout qu'à la dernière partie de sa vie, elle ne tournait quasiment plus. Après, elle est tombée malade. Voilà, j'avais pas forcément envie
terminer sur ça, j'avais envie de finir sur quelque chose encore avec de la jeunesse, du panache, une question, une ouverture, qu'on pose finalement un questionnement. Et d'avoir des scènes comme ça, des scènes assez elliptiques, avec les moments un peu clés, forts de la vie de Maria. Bon, on reviendra sur ces points-là, mais déjà je voulais aussi savoir, vous avez une version aussi à noter du script du Dernier Tango sur Paris, c'est ça ? Oui, j'ai aussi récupéré une version originale du scénario, qui était la version qui était sur le tournage, qui était annotée par la script, et on voit bien effectivement que la fameuse scène où Maria a été totalement trahie, agressée, puisque c'est une scène qui n'avait pas son consentement, n'était pas écrite dans le scénario, et on voit tous les changements, la transformation annotée par la script au fur et à mesure. Ouais. Vous remerciez Vanessa Schneider dans le générique. Est-ce qu'elle a eu un autre rapport sur le film que l'adaptation de son livre ? Je dédie mon film à Maria. Aussi, Vanessa, elle avait plusieurs demandes. En fait, elle avait plusieurs personnes qui voulaient faire cette adaptation. Et je crois que ce qui lui a plu, c'est mon regard. Je voulais en faire vraiment un portrait extrêmement intime, sans fioriture, et en fait être très près de Maria. Pour Vanessa, c'était très important de lui rendre sa dignité. Et je crois que c'est ce qui l'a touchée. Mais Vanessa, non, on s'est beaucoup appelé, mais elle n'a pas participé à l'écriture du scénario. Elle a découvert le scénario quand il était écrit et découvert le film quand il était monté. Et je crois qu'elle est extrêmement touchée et on a un lien très très fort. Oui, c'était une aventure très émouvante. J'imagine. Donc dans le rôle de Maria Schneider, on retrouve Anna Maria Bartolomei, sur qui repose tout le poids du film. Comment vous l'avez castée ? À la fin de l'écriture, j'ai fait un casting assez long, presque d'1 an. J'ai rencontré beaucoup de jeunes comédiennes. Il fallait faire plusieurs âges. Donc des comédiennes de 20 ans, qu'elles puissent faire 16 ans, qu'elles puissent jouer une actrice de 19 ans, qu'elles puissent jouer une femme blessée. Donc c'était très très compliqué. Ouais, vous vouliez que tous ces états-là soient interprétés par la même personne ? Oui, je voulais que ça soit la même personne. Et puis en trouvant une comédienne de 20 ans, on pouvait faire ça. Et parce que ça se passe que sur 15 ans, donc quand il n'y a pas des écarts d'âge trop différents, on peut jouer là-dessus. Et Anna Maria, donc on s'est vu plusieurs fois, et je lui ai pas dit oui tout de suite. Elle était très différente de Maria, et puis elle avait ses grands yeux bleus, et puis elle avait un tempérament forcément extrêmement différent. Et puis je suis partie aussi en casting sauvage. Je me suis dit que j'allais trouver une nature, en fait, une personne qui allait ressembler à Maria dans la nature, physiquement. Et forcément, quand on part en casting sauvage et qu'on se retrouve en face de non-comédiennes pour jouer un rôle aussi difficile, c'était un peu le chaos, le casting. Et j'ai revu tous les essais. Et je me suis dit qu'Anna Maria, elle avait une force, elle n'avait pas peur en fait de faire les choses, elle avait du courage, et il fallait il fallait quelqu'un qui crève l'écran aussi, parce que c'est le fil conducteur de mon film en fait. C'est pour réussir à porter cette parole, il fallait que la comédienne ait une performance forte. Et donc on s'est revus, et puis on s'est fréquentés pendant plusieurs mois. On a fait des répétitions, on a fait des lectures, on a fait beaucoup de répétitions, on a été voir des films ensemble, et je voulais vraiment qu'elle connaisse vraiment par cœur Maria, et qu'elle comprenne en fait ce qu'elle a ressenti, et voilà, pour que sur le tournage on puisse se libérer et se connaître. Voilà, on se connaissait vraiment tellement bien que après ça allait sur le plateau, mais ça a été un gros travail de préparation. Oui. J'imagine. Pour le rôle de Marlon Brando, vous faites le choix de Matt Dillon. C'est un choix très intéressant puisqu'il est fan de l'acteur. Il a été l'acteur culte aussi de Rusty James de Coppola. Et Marlon Brando, il a aussi été acteur culte chez Coppola dans Le Parrain, Apocalypse Now. Comment s'est fait ce choix-là ? Est-ce qu'il a eu des réticences à interpréter une de ses idoles ? Alors Matt Dillon, c'était mon premier choix. Donc je lui ai envoyé le scénario, je lui ai envoyé mon premier film, et il m'a rappelé.
Et on s'est rencontrés à Rome. Et voilà, j'étais extrêmement stressée de le rencontrer. Je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à le convaincre. et puis voilà. Comment on convainc Matt Dillon? Je suis arrivée, il m'a dit, je suis très heureux de faire le film. Alors, je me dis, bon, ok, le rendez-vous va très bien se passer. Et puis on a passé 4 heures ensemble comme ça. On a parlé beaucoup de cinéma, de lui, de sa carrière, de comment il était rentré dans le cinéma. Et forcément pour lui c'était un challenge énorme en fait, de jouer Marlon Brando. C'était son idole. Il rejouait des scènes de Brando quand il était jeune. Effectivement, moi, Matt Dillon, c'était une évocation très forte. C'était Hollywood, Rusty James, Coppola. Et puis il avait quelque chose qui lui ressemblait vraiment dans l'évocation, même physiquement, je trouve qu'il y avait des choses. Et puis, mais il était aussi très très touché de raconter cette histoire à travers le regard de Maria, parce que lui, il a commencé très très jeune, à 16-17 ans, et il a vécu. Il s'est un peu retrouvé, quoi. Il s'est un peu retrouvé. Alors, il n'a pas vécu ce qu'a vécu Maria, mais il m'a dit ça aurait pu m'arriver en fait. Et c'était un métier tellement dangereux quand tu étais une jeune personne et que tu arrives dans ce métier et que tu n'es pas préparé. Et il dit ce qui arrive à Maria aurait pu m'arriver. Et il avait vraiment envie il était très ému par le regard de Maria. Il avait envie de défendre cette histoire-là. Et est-ce que vous savez si son regard il a un petit peu évolué sur Marlon Brando en faisant le film? Je ne sais pas s'il a évolué, il reste totalement fan de cet acteur, mais c'est vrai que quand on a tourné la fameuse scène, qui était une scène extrêmement préparée, mise en place, avec une coordinatrice d'intimité, même un cascadeur, parce que ça reste des mouvements très brutaux, très chorégraphiés. Quand il s'est relevé, il m'a dit mais je l'aimais tellement en parlant de Marlon Brando, comment il a pu faire ça, comme s'il avait eu une prise de conscience en fait en jouant la scène de ce qui s'était réellement passé. D'ailleurs sur le plateau on a tous eu une prise de conscience, peut-être moi un peu moins puisque forcément j'avais beaucoup préparé le film. Mais c'est vrai que sur le plateau il y a eu quelque chose d'assez vertigineux en se disant c'est ça qui s'est passé quoi. Et nous en préparant tout. Donc non, je pense qu'il a, en tous les cas, il a un regard moderne sur comment on doit faire des films aujourd'hui. Et alors Maria Schneider, elle a souvent déclaré que Marlon Brando il dictait beaucoup sa loi sur le film et avait limite co-réalisé en tout cas le dernier tango à Paris. Votre film fait le choix, je trouve, de pas trop montrer ce penchant-là. Brando, il est plutôt dépeint comme quelqu'un de gentil et doux avec Maria Schneider. Au début, pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que c'est ce que disait Maria et c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Moi, je pense que Bertolucci a réalisé son film. Brando était un acteur extrêmement puissant effectivement face à cette jeune comédienne de 19 ans et elle a été considérée donc il faut savoir qu'on est en 1972, c'est une époque de la libération sexuelle, on est avec un jeune réalisateur qui avait 31 ans, Honoré, et qui a voulu faire un film sulfureux, choc, ça pourquoi pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui avaient refusé le scénario, Trintignant, Delon, Belmondo, donc voilà, il y avait déjà des scènes assez chocs et puis tout d'un coup ça s'est transformé en des improvisations en fait encore plus violentes. Donc là c'est vraiment la question, c'est jusqu'où va l'art à partir du moment où on tourne quelque chose qui dépasse la direction d'acteur, il n'y a plus d'art. Et Brando, oui, finalement elle s'est retrouvée dans une époque face à deux hommes puissants à ne pouvoir rien dire sur ce plateau, mais je crois que Bertolucci a quand même vraiment réalisé son film et Brando aimait beaucoup Maria. Ils avaient une grande complicité, donc ça j'ai voulu le montrer, et jusqu'à cette scène où tout d'un coup il y a une trahison énorme et voilà, et pourquoi il a fait ça, ça on ne le saura jamais, mais Bertolucci et Brando ne se sont pas vus pendant des années. Brando a eu l'impression lui aussi d'avoir un petit peu voulu oublier ce film, ouais. Finalement aussi comme un viol. Bon.
Mais voilà, en tous les cas, oui, c'était le film de Bertolucci, quoi qu'il arrive. On tourne autour de cette fameuse scène depuis tout à l'heure, on va un petit peu en parler. Comment vous avez conçu donc cette fameuse séquence pivot du film qui rejoue le tournage de la scène avec le beurre dans Dernier Tango à Paris? Tous les gens à qui j'en ai parlé en fait me parlaient de vraiment de la bascule en fait de Maria et de moi j'ai voulu faire un film sur le regard en fait, comment le regard abîme, comment on n'est pas regardé de la bonne façon, comment on n'est pas respecté en fait par un bon regard, on peut pas s'en sortir en fait. Et je crois que le regard abîme et le regard répare quand on a un bon regard porté sur soi. Donc moi mon film parle de ça aussi et je pouvais pas passer, vu que je traverse le film à travers son regard, je pouvais pas faire en fait ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Déjà il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Maria Schneider. Là je vois qu'il y a quand même des jeunes dans les salles, il y a des jeunes qui m'écrivent et ça c'est très émouvant et ils connaissent pas Maria. Et donc c'était important d'avoir quelque chose de presque de documentaire en fait, finalement d'avoir un film comme un lent traumatisme en fait, de monter dans de le traumatisme au fur et à mesure du film et de retraverser. L'idée c'était pas de faire les plans, c'est pas un remake du tango, c'est un film, c'est un portrait sur Maria Schneider. Oui, vous mettez même à l'opposé de la caméra. C'est ça, sur c'est cette l'opposé, scène. c'est l'opposé de la caméra. C'est le miroir. Et c'est bien de l'avoir remarqué. et voilà, c'est un film sur son regard et comment elle traverse cette scène et comment elle vit, comment son visage au sol écrasé, comment elle ressent ça, et puis de montrer aussi ce plateau qui ne réagit pas. Ça, je me suis toujours demandé comment c'était possible en fait, c'est-à-dire que personne ne réagit à l'époque et on continue comme si de rien n'était en fait, parce qu'il y a un réalisateur tout puissant et qu'on ne peut pas réagir. Et donc voilà, on a remis cette scène en place, on a appelé une coordinatrice d'intimité qui a eu le consentement des acteurs, même moi moi je parle à mes acteurs, mais voilà, c'est même des protections, il n'y a pas de vrai rapport entre eux, en fait ils ont des protections, un cascadeur, parce que oui, ça reste un homme plus fort en fait, qui bascule une jeune fille de 19 ans plus frêle. Donc pour pas qu'elle se fasse mal, et mais même malgré tout ça, c'est vrai que même Anna Maria m'a dit c'est-à-dire que elle s'est mise à la place de Maria et elle m'a dit mais j'étais chamboulée toute cette journée parce que j'ai compris ce qu'elle avait vécu en fait. Et mais voilà, on pouvait pas passer à côté de cette scène parce qu'on a beau dire elle en a parlé toute sa vie en fait. Et vous avez commencé à l'évoquer, c'est vrai que très rapidement Maria Schneider, elle a parlé de son expérience sur le tournage. Votre film le montre d'ailleurs très bien. Comment on peut expliquer que pendant 50 ans, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps avec MeToo, il n'y a pas eu plus de réactions? Et c'est d'ailleurs au moment de MeToo que cette scène est revenue sur le devant de la scène. C'est, je sais pas, c'est inexplicable. C'est un métier qui est... on ne peut pas toucher aux icônes en fait. Et moi, quand j'ai écrit ce film il y a 4 ans, l'idée c'était pas de juger ou d'accuser qui que ce soit. C'était finalement Maria, ça a été une des premières à parler il y a 50 ans et de se dire effectivement qu'elle n'était pas du tout entendue et qu'on n'avait pas envie de l'écouter. Je trouve ça fou et même moi il y a 4 ans quand j'ai voulu financer ce film, on a eu beaucoup de refus et on nous disait le scénario est très beau mais est-ce que c'est pas mieux de pas entendre de reparler de cette histoire, on va pas ressortir Maria Schneider, on peut pas toucher à ça. Il y a eu beaucoup de peur en fait, et ça je vous parle de ça il y a 4 ans. Donc il y a Adèle Haenel qui avait parlé, mais Adèle Haenel, il y a plein de gens qui avaient pas envie de l'entendre. Et là, très récemment, on va dire depuis quelques mois, quelques semaines, il y a une libération de la parole qui est encore difficile, parce qu'il y a encore il y a des gens qui me parlent et qui m'écrivent là récemment et qui ont du mal encore à parler, qui ont peur. On dit est-ce que si je parle, je vais travailler, est-ce que donc c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Mais j'espère que il y a quand même, en tout cas, il y a une écoute.
peut-être. On reçoit un petit peu mieux. Et puis voilà, il y a des référents, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des référents sur les plateaux pour protéger aussi les jeunes acteurs, ce qu'a pas eu du tout Maria. Et voilà, et de se dire que finalement, quand un acteur ne veut pas, quand on est réalisateur, on veut tous la plus belle des vérités. Même moi, quand je dirige Anna Maria, quand je dirige mes acteurs, je veux qu'on aille loin, mais on travaille main dans la main, on travaille les émotions ensemble. C'est ça la direction d'acteur, c'est fascinant d'ailleurs. À partir du moment où on tourne quelque chose qui est réel, je veux dire, si demain je tourne un meurtre et la scène est dans mon film, tout le monde dit c'est génial, bah oui, bah c'est réel. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du cinéma en fait. Donc, c'est vrai que maintenant c'est très important que des jeunes acteurs qui sont tremblants sur des plateaux, qui arrivent, qui ont peur de dire non, puissent dire non. Voilà, parce qu'une jeune comédienne et même un jeune acteur, voilà, tout d'un coup n'a pas envie de se mettre nu parce que c'est pas dans le scénario et voilà, et qu'on n'est pas obligé de se mettre nu tout d'un coup, voilà. Pour faire cuire des pâtes, quoi. Voilà, donc c'est important que voilà qu'on puisse dire non à un certain moment, oui. Cette scène des pâtes, c'est une invention ou ça a vraiment eu lieu ? Ça a vraiment eu lieu, c'est une invention, ça s'est pas passé réellement comme ça, mais elle a vraiment, elle a vraiment dit non. La deuxième partie du film, elle évoque la descente aux enfers de Maria Schneider et sa rencontre avec Nour, jouée par Céleste Winkel. Comment vous avez approché et conçu cette partie de l'après Dernier Tango à Paris ? Donc on ne va pas dévoiler tout le film, mais oui, c'était important d'avoir une dernière partie avec du romantisme et un autre regard, oui. Et alors, contrairement à énormément de biopics, vous faites le choix de pas avoir de carton explicatif, ni de générique avec les vrais visages des protagonistes. Qu'est-ce qui a expliqué cette volonté-là ? Les vrais visages, non, fallait rester sur Anna Maria. On n'allait pas mettre tout d'un coup Bertolucci, tout le monde. Voilà, c'était. Et puis, de carton, c'est une histoire. C'est un. Non, j'ai pas voulu. Puis je crois qu'il y a une séquence. Il y a je vais pas tout dire, mais c'est une séquence qui se finit sur. C'est un questionnement. Donc on n'allait pas ralentir ce questionnement par une lecture un peu Wikipédia. Ça, on peut aller le voir. Sur Internet. Voilà. Et puis on a fait beaucoup de promotions. Je pense que les gens savent de quoi on parle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en sortant, qui veulent voir des films avec Maria. Et je conseille Profession Reporter, qui est un film qu'elle a beaucoup aimé. Et voilà, je crois qu'on sait ce qu'on va voir, donc je savais pas forcément. Et puis c'est comme je vous dis, c'est pas un biopic, c'est vraiment un portrait en fait. C'est un portrait c'est de la fiction. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu documentaire en fait là-dedans, pour toucher aussi finalement toutes les jeunes générations qui ne connaissaient pas Maria, oui. Ouais, mais on pourrait se dire dans le documentaire traditionnel, on a toutes ces marques-là, parce que même dans la même veine, vous l'avez dit un petit peu aussi, votre long métrage, il joue sur beaucoup d'ellipses, et jamais on a des marqueurs temporels à l'écran pour nous dire on est en telle année, on est en telle année. Pourquoi avoir fait aussi ce choix de l'intemporel ? Moi, je trouve ça super intéressant. On a essayé, et puis finalement, on s'est dit c'est pas... non, je trouvais ça plus fort d'avoir ces cartons noirs, un truc comme un choc, un choc, et plutôt que de mettre des dates explicatives, c'est finalement de se prendre la comédienne et de se prendre quelque chose d'organique avec elle et de ne pas la lâcher et de pas de se prendre finalement le parcours et le regard d'Anna Maria et qu'on soit qu'avec elle, ouais. Bon, on comprend quand même que votre film il se déroule essentiellement dans les années 70. Est-ce que vous avez eu des difficultés à recréer ce moment-là de l'histoire, cette décennie ? Des difficultés, c'est un film qu'on a fait en 25 jours, comme je vous dis, qui a été difficile à monter, donc on n'avait pas énormément de moyens, non, moi de toute façon j'avais pas envie de quelque chose, je vous dis,
il n'y avait pas de bonne façon, de toute façon, de raconter cette histoire, en fait. Et je crois que voilà, il fallait être pudique, il fallait porter la parole de Maria, rester digne, et pas vouloir forcément en mettre plein la vue dans tous les sens, sur l'époque, c'était elle, en fait, il n'y a qu'elle qui compte. Et voilà, par contre, de ressentir l'époque par les costumes, par effectivement des décors, des couleurs fortes. J'ai travaillé aussi avec des références de photos de Nan Golding. Okay. Ça avait des références que j'avais données à mon chef opérateur. On a travaillé avec une coloriste avant l'étalonnage, pour faire des essais de couleurs, de grains. De retrouver un peu finalement quand j'aimais bien les bleus, les verts en fait de Nan Golding, de retrouver ces couleurs là, d'avoir quelque chose d'assez beau dans l'image, c'était important parce que c'est un film sur le cinéma, donc d'avoir quand même une image travaillée mais en même temps d'avoir quelque chose de cru et d'assez frontal et de références un peu photo. Et pourquoi avoir appelé le film seulement Maria ? Parce que je me pose la question, parce qu'on ressent à plusieurs reprises l'importance de son nom de famille, et dans le titre du film, du coup, on n'a pas son nom de famille. Pourquoi juste Maria ? Effectivement, comme vous dites, en fait, Maria Schneider est citée plusieurs fois dans le film, donc on le sait. Et puis, Maria, c'est aussi une jeune femme universelle, en fait. C'était de se dire que... Et ça, on me le dit beaucoup. Il y a des jeunes filles aussi qui sont touchées parce que c'est au-delà de... C'est le portrait d'une femme emblématique qui est Maria Schneider, mais c'est Maria, ça pourrait être... toutes les femmes. Toutes les femmes. Benjamin Biolay s'occupe de la musique du film. Pourquoi l'avoir choisi et comment s'est passée votre collaboration ? Donc c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble, je le connaissais pas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il compose et puis je trouve qu'il avait quelque chose d'époque dans ses compositions et puis je sais qu'il était très touché, il avait défendu Maria Schneider à l'époque. Et je crois que la première fois que vous l'avez rencontré, vous avez vu que sur son piano il y avait une photo de Maria Schneider. Il avait une photo de Maria chez lui. Il était très très touché par cette actrice, par le trajet où lui aussi il a commencé très jeune dans ce métier, donc ça le touchait profondément. Et puis je voulais pas un film trop en musique non plus, mais je voulais avoir quelque chose comme ça de musique d'époque, mais en même temps organique, en même temps des coups de violon comme ça qui sortent un peu parfois de nulle part, j'avais une référence aussi de Moonlight, la BO de Moonlight, et puis d'avoir des coups de violon comme ça peut-être assez finalement parfois désaccordés, qui ont un peu de violence, et puis retrouver finalement un thème, d'avoir un thème qu'on travaille mais qu'on retrouve en fait, qu'on change mais qu'on retrouve finalement tout le long du film en fait, comme un truc qui revient tout le temps. Très bien, peut-être un jour un projet avec Nicolas Britell qui faisait la musique de Moonlight. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ? Oui, je suis en préparation là, pour une série pour HBO Max que je tourne début septembre jusqu'à fin décembre, qui est une adaptation des Liaisons dangereuses du point de vue de Merteuil. D'accord. Une version plus jeune, et c'est Anna Maria qui joue Merteuil. Ok, bon alors la relation s'est bien passée sur le tournage. Très bien. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander ? Alors je suis en promo là depuis très longtemps, donc je n'ai pas vu beaucoup de films récents, on va dire. Mais même si c'est quelque chose de plus ancien. Non, j'ai revu il y a pas longtemps, j'ai revu Barry Lyndon de Kubrick et je trouve que c'est un chef-d'œuvre de mise en scène. C'est un film qui était très clivant et c'est un film que je conseille à des jeunes gens, parce que je trouve qu'il y a plein d'idées, il y a plein de et des choses même très radicales et même des plans fixes comme ça, assez longs, assez osés, je trouve que c'est vraiment un très grand film. Bon alors Barry Lyndon pour la maison, et dans les salles obscures on retrouve Maria, votre dernier film, Jessica Pallu. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous, merci. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci, on est quand même sympa en vous résumant tous nos débats en un seul classement. Vous connaissez la tradition, cette belle tradition de commencer par le top 1 de chaque chroniqueur. Une très belle tradition, encore une fois. Hugo, ton top 1 de la semaine. Vice versa, le 2. Ok, Nino. The Back Riders. Ok, Gauthier. Vice versa 2. Ok, Marie. Vice versa 2. Ok. Lucas. Vice versa 2. Il n'a pas suivi. Et moi aussi, c'est Vice versa 2. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre rapidement? J'ai vu Survivre, c'était pas terrible, c'était un film catastrophe français. N'y allez pas, c'est mal joué, c'est mal monté, voilà. Ok, d'autres films? Moi j'ai vu. Pardon, vas-y. Non, mais Marie, 6 pieds sur terre? Pas ouf, très mal joué. Happening de Florence sur 6 pieds sur terre ou pas? J'ai oublié ce film. Voilà. C'était présenté au Cinémed, hein, c'est pour ça que c'était nul. Non, mais on le dit tous les ans, ça. C'est-à-dire que vous regardez pas les émissions si vous continuez à nous inviter. C'est pas des vrais fans. On change pas, nous, mais on aime beaucoup de choses aussi au Cinémed, c'est pour ça. Lucas. Moi j'ai vu le nouveau film Détective Conan, ils en sortent un par an, à chaque fois je suis très content. Et là, c'est comme d'habitude, j'étais très content et j'ai trouvé ça très bien. Moi je l'ai vu aussi et j'ai large préféré celui de l'an dernier parce que je préfère quand c'est en huis clos. Et là, je trouve que c'était un peu trop foutraque, trop de personnages et tout. J'avais du mal à suivre et à être impliqué. Mais les scènes de combat sont très cool, je trouve. Mais ce débat fait que Détective Conan ne rentre pas dans le top, dans notre top 3, puisque non. Troisième, c'est Maria de Jessica Palud. Deuxième, The Back Riders de Jeff Nichols. Et premier, cette semaine, Vice Versa 2 de Kelsey Mann. Vous en avez l'habitude, tous les ans, à l'approche de la trêve estivale, l'équipe et moi-même faisons un petit point sur nos attentes ciné de l'été. C'est parti pour ce tour d'horizon. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Et bah la suite c'est quoi? C'est l'été 2024 qui sera marqué en France par les Jeux Olympiques. Et donc, bah il y a beaucoup de films. On sent qu'il y a quand même moins de films fin juillet, début août, qui français, sont en tout cas. importants, et qu'on va pouvoir découvrir dans les salles obscures. En tout cas, est-ce qu'il y a des films qui vous font déjà plaisir? Déjà aujourd'hui, il y a plein de sorties. Ah ouais. Kinds of Kindness, Sans un bruit jour 1, La les famille pistolets Hendrick. en plastique. Je savais pas s'il fallait rire au pistolet en plastique ou à moi, mais je pense que c'est plus à moi parce que toi c'est un vrai film. Et vendredi, Le Comte de Monte Cristo aussi qui sort. Tellement hâte. Déjà il y a des films qui vous donnent. C'est un de mes livres préférés. Quel film vous donne envie sur ça? Moi vite fait, j'ai vu Sans un bruit jour 1 et j'ai vraiment adoré. J'ai très envie de voir. Donc je trouve que Sans un bruit, et je trouve qu'il y a vraiment la marque du réalisateur Michael Sarnowski et je trouve qu'il s'est bien approprié, qui avait fait Pig. Je trouve qu'il s'est bien approprié l'univers et je trouve ça trop cool et je vous invite à aller le voir. Bah peut-être tu m'as convaincu alors. Voilà. Ok. Tu pas déjà convaincu. Non, je comptais pas le voir parce que j'ai pas vu celui d'avant. Gauthier, regardez le très bon celui d'avant. Moi comme Marie, j'ai très hâte de voir Le Comte de Monte Cristo. J'ai fini le bouquin la semaine dernière. Mais tu avais recommandé d'ailleurs. Il est incroyable, je l'ai recommandé mercredi dernier et j'ai très hâte. J'ai un peu peur mais bon. Moi aussi. Mais quand même hâte. Et bah moi je l'ai vu et j'ai pas détesté tant que ça. J'ai même bien aimé. Voilà. Et alors sinon, dans le reste du mois de juillet qui avait arrivé, j'ai noté comme grosse sortie, par exemple, il y a Kevin Costner qui sort son premier chapitre, là, Horizon, une saga américaine. Ouais, t'avais dit que c'était pas terrible. Hein. C'est de la merde. Donc on passe, on zappe sur ça. Vous avez des films qui vous donnent envie? Ouais. Plein. Ah, mais tu les as oubliés, Marie? Non, parce que c'est que des films de bébés. Vas-y, Marie. Garfield, moi chez Méchant 4. Garfield, il sort quand? Il sort le 31 juillet. Moi chez Méchant 4, j'ai trop hâte. Moi, faut que j'assume. Moi, chez Méchant 4, c'est bientôt. 10 juillet. Ouais. Et Beetlejuice aussi, j'ai trop hâte. Alors ça sera plus. C'est moins film de bébé. Moi, j'ai moins hâte quand même. Ça, c'est 11 septembre. Le 11 septembre de Tim Burton. Toi, tu veux voir Largo Winch 3, j'espère. Non. Parce que le 31 juillet, il y a Largo Winch 3 avec Thomas Sisley et James Franco. Mais j'ai pas vu le 1 ni le 2. 2 agresseurs pour le prix, c'est fou ça. Ouais. Et Thomas Sisley, je savais pas, il a fait quoi? Non, lui c'était des. Fais gaffe à ce que tu dis, hein! Non, je crois que c'était des plagiats, c'est de. Ah oui, bah c'est pas pareil, hein! J'ai confondu les scandales. Ok. Lucas, tu veux voir quoi? Faut que j'assume Deadpool et Wolverine. Ouais, moi aussi. Faut vraiment que j'assume Deadpool et Wolverine parce que c'est deux de mes personnages. Mais ça va, c'est pas honteux? Non, ça a l'air très bien. Merci. C'est deux de mes super-héros Marvel préférés. Bah ouais, du coup, moi aussi j'ai hâte. Moi, je trouve que ça a l'air très mid. Non. Ah, d'accord. Ça a l'air très mid. Ok.
D'autres films vous donnant Moi, envie à part Deadpool? Il y a deux Twister, films. toi, deux Twister. Non, pas du tout. Il y a deux films d'horreur. Tu vas dire Alien. Maxine. Tu vas dire Alien. Maxine déjà. Oui, même mais si Maxine. j'ai pas aimé les deux d'avant, mais j'ai quand même envie de le voir. Ça a l'air trop bien, Fede Alvarez. Parce que, ça n'a rien à voir. j'aime bien House of the Dead. Il parle de Maxine. Ah, je croyais que tu parlais d'Alien. Voilà, Un peu de un peu de concentration, les gars. Et bon, ça, je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, mais j'ai un peu envie de voir Long Legs, le film d'horreur avec Nicolas Cage. J'ai vu quelques images, ça m'a donné envie en vrai. Je trouve que ça a l'air vraiment bien, moi. Il sort quand Il déjà sort le 10 juillet. Oui, il sort le 10 juillet. Ok, oui, je trouve que ça a l'air vraiment bien. Et puis Nicolas Cage en psychopathe. Il y a le 7 août, il y a Trap de M. Night Shyamalan. Moi, je l'attends beaucoup. Moi aussi. Alors, j'attends toujours M. Night Shyamalan, même s'il déçoit tout le temps. Et je pense qu'il va nous baiser. Je pense qu'il y a un trap. Je pense qu'il y a un trap dans trap. Je pense qu'il y a un twist derrière le twist. C'est une fois sur deux qui nous déçoit. La dernière fois, c'était pas ouf, donc là, ça va être bien. Non, mais en fait, j'avais bien aimé Knocked de Kevin, en vrai. Mais Hold, par contre, j'avais trouvé que c'était une purge. D'autres films vous tentent Le procès du chien de Laetitia Doche. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça sort le 11 septembre. Bon, là, c'est vraiment. Je suis allé ratisser large parce que je sais pas quand l'émission va reprendre. C'est le 11 septembre, ça. Donc peut-être que ça sera dans une émission. Peut-être. On parlera. Très certainement la recevoir. Qui sort en septembre. Moi, j'ai vu Le Fil de Daniel Auteuil parce qu'il a été tourné dans ma ville natale. Qui sort le 11 septembre. Belle date le 11 septembre. Vous savez pourquoi c'est une belle date? Parce que c'est l'anniversaire de Brian De Palma le 11 septembre. Ok. Et c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ah, la pauvre. Joyeux anniversaire bientôt. Voilà. Mais du coup, Le Fil, c'est vraiment très très bien et ça m'a mis un bel uppercut quand même. Je m'attendais pas à ce que ça me touche autant. C'était vraiment bien Le Fil. Il y a aussi plein de ressorties parce que c'est les Jeux Olympiques et du coup ils avaient dit qu'ils allaient ressortir des films. Je sais pas si ça sera là aussi sur Montpellier. Je pense chez Gaumont Pâté ils vont ressortir des films. Moi, j'ai jamais vu. J'ai trop envie de le voir. Dimanche. Ouais, alors celui-là non. Je pense, je sais pas s'il y sera, mais des films comme Intouchable, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, tout ça, ils vont vont repasser. repasser. Français, quoi, voilà, les trucs français. Il y a les tuches. Et pour ceux qui sont motivés, je crois que le 10 juillet, il y a les 7 heures de Napoléon d'Abelgans qui sortent. Oui, il sort en 2 parties. Oui, il sort en 2 parties. C'est 3h30 chacun. C'est dans le cadre du Festival Radio France. Voilà. Et moi, il y a un autre film aussi qui sort en juillet, c'est Borderlands de Eli Roth, parce que j'adore Eli Roth et en vrai, le film a l'air bien. Quoi? Non, ça a l'air d'être un sous-galaxie à ironique. Moi, ça me donne envie. Rigolo. Ça a l'air vraiment. Il y a The Crow qui sort aussi. Oui, le remake de The Crow qui sort le 21 août. Ouais. Je dis aussi qu'il y a Bel Enfant qui sort. Vous connaissez ce film? Non. De Jim. Pourquoi je le dis? Est-ce qu'il y a une ancienne de Cinéma Show? Il y a une ancienne de Cinéma Show. Non, Marine Bonin. Tu te rappelles pas? Si, je me rappelle. Voilà. Qui a fait quelques émissions avec nous et qui est le premier rôle avec Baptiste Le Caplin, donc dédicace à toi. Ça sort le 24 juillet, ça en même temps tout que l'été. Il y a les Wolverine. Spider-Man aussi qui vont tous ressortir et ça va être génial. Non, pas pour les 3 derniers. Pas pour les 3 derniers, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais et le Alien le 14 août pour ça fait très je n'ai vu que un, je n'ai encore plus à rattraper. C'est trop bien Alien. Bon. Puis surtout qu'il ressemble, il a l'air d'être très inspiré d'Alien Isolation, le jeu vidéo, et je trouve que c'est génial parce que le jeu vidéo était génial. Et puis c'est fait d'Alvarez, donc trop hâte. Ouais. Bah on verra si à la rentrée si c'était un bon été ou pas. Hein et l'été, c'est beaucoup d'amusement. Et qui dit amusement dit quiz. C'est l'heure du quiz présenté par Lucas. The game is on. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Le dernier quiz. Oui, bonsoir. Le dernier quiz de la saison, donc forcément le dernier meilleur. Quiz à Montpellier, dernier tango à Paris. Oh là là. Dernier quiz. Tu me rends mon stylo? Pardon. Merci. Les équipes, c'est Simon, Marie avec Simon en chef d'équipe et Gauthier, Hugo et Nino avec Gauthier en chef d'équipe. Première question, qu'est-ce que c'est alors le titre de ce quiz? Il assume pas d'avoir mis les vieux contre les jeunes. C'est les vieux contre les jeunes, à voir qui gagnera. On n'a pas du tout réfléchi. C'est quoi déjà Vice vers quiz. Quiz versa. Allez, quiz versa. Quiz Versa 2? Oui. Nous aussi. Non, c'était les Quiz Riders. Oh là là. Musique de film, dans quelle œuvre entend-on cette musique?
Venom. Venom, tout à fait, Venom. Avec Venom 2, Tom Hardy. Venom 2, Venom 2. Venom 2. Donc c'est pas pour Non, nous non, les non, gars. c'est Venom 1, c'est Venom 1, c'est le la vie de Carnage. C'est pour Venom 2. Allez. Donc c'est Simon et Marie qui ont le point. Ouais, on est trop fort. Ça fait un point pour Simon et Marie. Marie, elle est si fière. On fait en or ou en bois retrouver les vraies infos parmi ces propositions. Première info, un film d'horreur sur le jouet du singe flippant qu'on voit dans Toy Story 3 est en préparation. En or ou en bois? Oh, je suis sûre que c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette actu. Bah, moi Tu sais, aussi, genre ça dans me les vient. trucs un peu deep là. Ouais, ouais, c'est faux. Ouais, Pour moi, c'est faux. En or. Ouais, mais après c'est Lucas, ça pourrait être une connerie. Qu'est-ce que. En bois. Bon, faut bois. décider. Vas-y, En bois, vas-y. de ce En or, côté. en or, On joue en or. Allez, on a un point d'avance. En or. En or? Ah, En or Attends, ou en oui, bois? c'est Il faut se décider, les C'est gars. l'adaptation de Stephen King. C'est en or? En or, en or. En or. Donc effectivement, ce sera une adaptation de la Allez. nouvelle The Monkey de Stephen Ils ont King, juste copié sur qui notre était réponse. déjà basée sur ce jouet qui fait faire des cauchemars à absolument toutes les générations. C'est vrai. Ça suivra Theo James, Elijah Wood et Tatiana Maslany dans une histoire où deux frères jumeaux découvrent l'ancien jouet singe de leur père dans leur grenier. Elijah Wood. mais Elijah Wood qui est Lui, il partout. avait- Ouais, il y a Bouleg avec nous dans Il y l'équipe. a hein. Bouleg. Il a plein de réponses. Il a un bois boulet de base. hein. En or ou en bois, un film sur la création de la poupée Barbie par Russ Handler est en préparation chez Warner Bros. Je pense que ça aurait. On en En aurait bois. plus Non, entendu entendu parler. parler. En bois, Ouais, en bois. En bois, en bois. En bois En bois. Effectivement, c'est en bois. Ça n'est pas. Ça aurait fini dans le mercato. Et enfin, en or ou en bois, j'ai auditionné pour un rôle dans un Pixar et on m'a jamais appelé. Toujours. C'est sûr que c'est vrai. Oui, c'est vrai. En or. Oui, en Allez, or, allez, en parce or, qu'il va en encore or. se faire mousser. Allez hop. C'était Et non, pour c'était le- un Dreamworks. C'était pour le voyage d'Arlo, j'avais 12 ans et j'étais inconsolable. Oh, Michel. M'en bats les couilles, arrête de te faire mousser Qui toutes a les semaines. dit? Tais-toi. J'ai refusé plusieurs choses. C'est toi? Non. Ah, c'est toi le Ça aurait voyage été d'Arlo. marrant. C'était toi sur le voyage d'Arlo. Je ne peux pas dire que je regrette, mais je ne pouvais pas les mentionner. Je peux vous raconter une histoire. Il s'intéressait à moi il y a de nombreuses années pour Édouard aux mains d'argent. J'ai lu le scénario, je me suis dit c'est ridicule. Un château au bout de cette Matt route. Dillon. C'est ce que Non. j'allais dire. Et Michael puis, Shannon. Non. Steve Butler. Non. Tom Hardy. Puis une Steve représentante Butler. d'Avon qui arrive pour vendre du maquillage et ce gamin avec des mains de ciseaux, c'est dingue, je comprends pas du tout. Qui a Si, prévu j'ai le vu- J'ai Si, fini j'ai par vu ne ça. pas le faire, je ne pense même pas être allé les rencontrer. J'ai juste dit à mes DiCaprio. Non, j'ai juste dit à Et mes lui, agents Brad que ce n'est Pitt. pas pour moi, je ne comprends pas. Ah, je Johnny l'ai Depp lu. et Tim Burton étaient également relativement inconnus à cette époque. C'était là aussi une sorte de chose inconnue. Je suis allé Je voir l'ai le lu. film et la caméra fait un panoramique sur ces maisons multicolores Ouais. dans ce genre de quartier de banlieue. Puis vous voyez cette sorte de château de Dracula sur la colline. Au bout de 2 Michael minutes. Caine. Non, je me suis dit, j'ai compris, mais j'ai compris trop tard. Ça m'énerve, je l'ai lu. Un indice, un indice. Un indice. Ouais. Il était dans Oppenheimer. Kylian Murphy. Non. Il y avait Hartnett. beaucoup de gens. Robert hein. Downey Jr. Il y avait beaucoup de gens, c'est pour ça que j'ai dit Matt Damon. Oppenheimer. Robert Downey Albert Jr. Einstein. Oui, non. Il était également dans la trilogie Batman de Nolan. David Dastelman. Non. Quoi Mais tu sors d'où lui? Et non. Gary Oldman. Ah, si, Gary Oldman, tout à Ah. fait. C'est Gary Oldman qui a Il était refusé pressenti le rôle pour d'Edouard Edward. dans Edouard aux mains d'argent. Mais what? Faut être con quand même. Petite question bonus très rapide. À quelle date sera diffusé mon film pour la première fois? Ta gueule. Le 19 juillet 2024. Non. 19 15 juillet. septembre ou 6 Non, c'est en octobre. 6 octobre. octobre. C'est en 6 octobre. octobre. 9 C'est en octobre. 9 Oh. octobre. Je te 10. l'accorde parce que c'est le 8. Ça a rien 8 à voir. octobre. En plus, je l'ai vu, ça a passé. Mais c'est juste de la Ah, vous l'avez vu promo. passer. C'est de la promo, mais on fait de la promo comme on peut. Je me rappelle ces dernières semaines, je lui ai dit mets moins de trucs sur toi quand même. dans le Ouais. quiz. Quiz, bah attends, c'est pas c'est fini. fier. Ah, bah, il est Florent. Quiz spécial. Florent Happening maintenant, allez vite. Happening. Ah, j'ai apprécié. Donc on passe sur un quiz spécial, comme c'est la dernière, on se fait plaisir, c'est un quiz spécial Pixar. Mais Pixar depuis 2010. Parce que sinon, c'est et non, nul. Disney C'est Pixar. nul. Disney Pixar depuis Mais on est 2010. trop vieux. Ok. Ah, Disney aussi. Ouais. Ok. Qui c'est celle-là? Finn McMissile. Qu'est-ce que Cars c'est 2. ça? Cars 2, bravo Mais Gauthier. merde, mais je vais pas y arriver. hein. Cars 2, Let's bravo go. Gauthier. Attends, parce que je me rends compte que j'ai pas du tout Ouais, t'as pas noté les scores j'ai pas depuis noté tout à les l'heure, points. hein. Heureusement, Non, il suit. Hein. quatre Oui, à il suit, Lucas, il a 4 à suivi. Une réplique infime, de quel film provient cette réplique? Elle vient d'où votre cicatrice? Je sais pas si t'es prêt à entendre cette histoire. Si, je me sens prête. Le voyage d'Arlo. Le voyage d'Arlo, ça aurait pu être ma voix, tu te rends compte? Ouais. C'est quand même terrible, hein. Une blague filée, hein. Bravo, C'est connard. ouf, hein. Un point en plus pour Simon et Marie. Le résumé raté. Alors, en gros, c'est un nerd, son frère c'est un gros Monstre beauf. Academy. Non, et ils décident d'aider en leur père avant. handicapé. En avant. En avant, tout à fait. C'est en Ouais, avant le film de Raph. Exactement. de Dan Scanlon. Le jeu des synonymes, donc j'ai remplacé 7-5, hein. 7-5, c'est ça. 7-5. Pour nous. Les néo-protagonistes. Les nouveaux héros. Les nouveaux héros, tout à fait, ça Bien, fait un point bah en oui, c'est plus vrai que c'est Disney pour aussi. Simon et Marie. C'est marrant. Sacré film. Alors, parmi ces personnalités françaises, lesquelles n'ont pas donné de la voix dans des films Ok. d'animation Disney Allez, Pixar ça, on depuis peut le faire. 2010, plus un point si vous avez le film. On commence avec vous, Ok. Pio Marmaille, Oui. Oui. En avant.
Tout à fait, 2 points en plus donc. Géraldine Nakache. Non. Non. Si. Non. Ah. Non. Non. Si, pour Raya et le dernier dragon. Oh putain. Laure Manodou. là, je sens que c'est vrai. Oui, ouais, peut-être, ouais. Elle a dû faire un personnage qui nage quelque part. Vous avez le film? Attends, c'est un Disney? Non, c'est rien en fait parce qu'elle l'a jamais fait. Oh putain. Désolé. Et enfin Michel Hazanavicius. Ah. Alors Depuis 2010. Non. Michel Hazanavicius. Non. Si, il a fait une voix dans Rebelle. What? Et désolé. Ok. Rebelle, c'est à peu près 2010, ça ouais. Oui. Vincent Cassel. Oh, il a ça. Oui. Non. Ah, merde. Teddy Riner. Oui. Non. Est-ce que vous avez le film? Moi j'ai le film. Ah bah oui. Bah oui, mais vous avez dit oui déjà. Zootopie. Zootopie, tout à fait. Putain. Bon, vous avez quand même un point. Lina Koudry. Oui. Tu as le film? Non. Effectivement, elle a fait Buzz l'éclair. Ouais. L'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Cherchez, c'est quoi? Et enfin, Jonathan Cohen. T'as vu, Non, on regarde Gauthier non. pour voir si on va donner des réponses là, regarde. Quel tricheur. Jonathan Cohen, il y a une grosse carte de doublage aussi. Oui. Mais je dirais non, mais je suis pas sûr. Alors, oui, Je non. pense pas. Non. Si, il a fait une voix dans Ralph 2.0. T'as noté les scores depuis tout à l'heure, hein, toujours Bah, pas. je fais confiance à Lucas. Hein. C'est pas bien de faire confiance à la 7 technique. à 10. On est en tête, c'est bon. Pas parce qu'ils sont nuls, parce que c'est pas leur travail. Et Bah, voilà. ce soir, regarde, je le note. Syndiquez-vous. 7, 10. Donc on passe à la pas tournée. Lequel de ces acteurs n'a pas interprété un personnage dans un film Disney Pixar depuis 2010? Ok. Sacha Baron Cohen, Evan Peters, John Krasinski, Jeremy Renner ou Vin Diesel? Lequel n'a pas interprété de personnage dans un film Disney Pixar depuis 2010? Vin Diesel. Sacha Baron Vin Diesel, Cohen. c'est Vin Diesel, il a fait Ralph 2.0 parce qu'il y a Groot dedans. Sacha Baron Cohen. Ah oui, putain. Tu peux les redire une dernière fois? Sacha Baron Cohen, Evan Peters, John Krasinski, Jeremy Renner ou Vin Diesel? J'ai envie de dire il y a Jeremy Renner quelqu'un, comme ça ouais. d'instinct, donc je sais pas du tout. Non, pas sur ça. Renner, Alors, vous l'avez? Moi, Dites-moi. je Nous, on va vais dire dire Jeremy Peters. Renner. Vas-y, Vous dites vas-y, Jeremy je te Renner? dépasse. Ok. Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, il interprète Oncle Hugo dans Lucas. C'est marrant, Hugo, Lucas. Ah ouais, c'est vrai. Evan C'est mes Peters, frères, c'est mes frères. Hugo et Lucas. c'est nous aussi. Pardon. Evan Peters, lui, il interprète Simon dans Wish. Donc c'est marrant parce que c'est Simon. De toute façon, il faut quand même. Et Ouais. John Krasinski prête sa voix à Frank McKay dans Monstre Academy. Ah, ils ont raison alors. Vin Diesel reprend son rôle de bébé Groot dans Ralph 2.0. Ah oui. Donc c'est effectivement Jeremy Attends, j'aime bien Renner. Vous Jeremy passez à Renner. 8. C'est pour ça en fait que C'est je me ouf, moi dis. j'étais persuadée. C'est pour mais ça que je me oui. dis, il y a aucun film. Casting. Je vous donne un casting, vous me dites le film. J'ai mélangé les comédiens de doublage VO et VF. Oh Ok. waouh. Michael Keaton, Timothy Dalton, Whoopi Goldberg, Le Roi Lion. non, Non, mais- Kristen Schaal, John Ratzenberg, Wallace Shawn, John Alerte rouge. Cusack, non, Don Rickles, Benoît Magimel, Qu'est-ce que c'est ça? Grand Corps Malade, Tim Allen et Tom Hanks. Toy Story Toy Story 4. 4. Ah. Non, Oh. Toy Story 3. Toy Story 3. Oh putain. Vous passez à 9. Mais oui, Bravo. il y a encore mal. Et oui, il y a Grand Corps Malade. Musique de film, dans quel film peut-on entendre cette musique? Zootopie. Non, Alerte rouge. non. Ralph, les mondes. Élémentaire. Ralph 2.0, tout à fait. Il l'a pas dit, il avait même pas dit, il avait dit. il a dit les Ah, mots. Ralph. Ah, ça va. Vous passez à 10, vous égalisez, Oh bravo. non, mais merde. C'est le meilleur arbitrage Et de du coup, l'histoire. qu'est-ce que je fais? Ça, Parce j'ai que le rien duel vu. time. Et on était C'est les premiers premiers qui avant. étaient Vous premiers. étiez premier avant. Avant. Bon, allez. Donc vous devez choisir entre d'ici ou d'ailleurs. Bah Simon doit choisir. Ouais. D'ici ou d'ailleurs, D'ici d'ici ou D d'ailleurs. apostrophe ICI, hein. Pourquoi Pas DC Comics. pourquoi je répondrais à cette Bah parce cette que phrase faut le dire. Il a fait DC Comics, c'est sûr. Simon. Oui, c'est Lucas. Bon, C'est Lucas. bah d'ici alors. Laquelle de ces personnalités connues pour son rôle de héros d'ici n'a pas doublé un personnage dans un film Disney Pixar? Aïe aïe aïe. Depuis 2010. Depuis 2010. Jack Dylan Grazer qui jouait Captain Marvel Jr. dans Shazam, Oh, mais c'est- Jason Momoa qui jouait Aquaman, Zachary Levi qui joue Shazam ou Gal Gadot qui joue Wonder Woman. Quel n'a pas fait de film Disney Pixar depuis 2010? Gal pas fait de Gadot. film. Gal Gadot, ça me dit rien. Je dirais Gal Gadot. Gal Gadot. Ok. Les autres, ça te dit quelque chose? Vous, Ouais. enfin, vous avez D'ailleurs. Donc sachez qu'à la base, je voulais faire une blague Gauthier. sur David Ayer. Mais il a absolument aucun lien ni avec Disney ni avec Pixar. Du coup, je fais une question qui a rien à voir avec le nom. Laquelle de ces anecdotes est fausse? D'accord. Le personnage de la mort devait être présent dans Saul, mais il a été retiré.
Le film Buzz l'éclair est en partie inspiré de François Truffaut. Il existe un comics Zootopie sur l'avortement. Et avant Encanto, l'une des réalisatrices était principalement connue pour avoir travaillé sur L'Exorciste. Laquelle de ces anecdotes est fausse? Elle est incroyable. Non, c'est Gauthier. C'est Gauthier. Du coup, bon courage. Je suis désolé. T'es tout seul. C'est quoi la troisième déjà? La troisième, c'est il existe un comics Zootopie sur l'avortement. Moi je l'ai perso chez moi. Vrai ou faux? Et Buzz l'éclair, c'est. Le film Buzz l'éclair est en partie inspiré de François Truffaut. Mais attends, c'est toi qui as fait des montages d'images? C'est moi qui ai fait les montages. J'adore. Je me suis impliqué. Je me suis impliqué. Je vais partir sur François Truffaut. François Truffaut, très bien. Donc pour DC, Wonder Woman, elle incarne Shank dans Ralph 2.0. Shazam, c'est Flynn Rider dans Réponse. Et Captain Marvel Jr, c'est Alberto dans Luca. Jason Momoa, donc c'est Jason Momoa, il a pas fait de Disney Pixar. Et bah il aurait dû. Et vous, le personnage de la mort ne devait pas être présent dans Saul. Par contre, le film Buzz l'éclair est effectivement en partie inspiré de François Truffaut. Avant Encanto, la réalisatrice était principalement connue pour avoir travaillé sur la série L'Exorciste, et il existe un comic Zootopie sur l'avortement. Ah, c'est de la triche. Donc attends, c'était quoi la bonne réponse? La mauvaise réponse, c'était la mort qui a devait apparaître. Donc, et c'est inspiré de donc quoi? On a gagné. Ah non, il y a égalité. Vous avez égalité. Je propose de régler ça à pierre feuille ciseaux. Non, normalement il y a une question bonus de ouf qui arrive. Vous voulez une question bonus de ouf? Ouais. Ok. Ça va être sur lui, ça va être sur lui. Bon, allez, égalité sinon. C'est quoi mon deuxième prénom? Égalité. Bernardoni. Anthony. Non, je donne le point à Gauthier, c'est Gauthier qui gagne. Parce qu'il a dit Bernardoni. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, je sais, c'est pas ça. Donc c'est Gauthier qui gagne. Dommage. Tu as fait perdre 5 points à ton équipe. T'avais pas dit que ça faisait perdre des points, mais c'est pas grave. On a perdu. Bon, vas-y, on a perdu, Marie. Vous avez perdu. Ouais. Sur le dernier de la saison sacre. Merci Lucas pour ce quiz. On a perdu ce quiz sur une question incroyable. C'est parti pour les recos. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le deuxième prénom de Lucas, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, et on a gagné du coup. On a gagné. Non mais ça y est, on a gagné. Pas, non. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Lucas, c'est quoi? Moi, c'est la série The Muppets, qui est en fait une série qui parodie The Office, mais avec les Muppets. C'est dispo sur Disney+, c'est absolument génial. C'est les Muppets qui font de l'humour pour adultes, et ça n'arrive quasi jamais, donc foncez voir parce que c'est génial. Et il y a Imagine Dragons dedans. Ah ouais, j'adore. Ça me donne pas envie du coup. Non, Marie-Laurence. Moi, c'est une exposition qui apparaît en ce moment à la Philharmonie, une exposition interactive de Adrien M et Claire B, où il y a beaucoup d'effets de lumière, de chansons, et ça dure 40 minutes, c'est vraiment incroyable. Et sinon, c'était l'anniversaire de Véro Laurent il y a 2 jours, ou hier, je sais plus, donc joyeux anniversaire. Et aussi, allez voter dimanche. Happening pour ça, Florent, anniversaire de Véro Laurent. Joyeux anniversaire, Véro Laurent. Il imitait qui? Gauthier. Nikos. Gauthier. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'ai une passion un peu, je sais pas pourquoi j'ai cette passion, c'est j'adore regarder des gens qui plongent de très haut depuis falaises. Et j'ai j'ai découvert la chaîne Wheezy Gang, où c'est un collectif de plongeurs professionnels. Et je trouve ça super impressionnant. Tous les membres ils sont hyper attachants. Du coup très rapidement on a envie d'être potes avec eux. Il y a un épisode par semaine. Je regarde ça toutes les semaines dès que ça sort. J'adore. Ils plongent dans l'eau hein. Oui, ils plongent dans l'eau quand même. C'est génial. Nino Taroko. Moi c'est le podcast des trains à travers la plaine par la team Ebim et notamment présenté par Ambroise Carminati, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font, c'est pas du tout de l'humour. Et en fait ça parle du répertoire français, donc il parle d'art, de littérature pardon, de cinéma et de musique française. Et à chaque fois c'est autour d'un thème et ça fait découvrir plein de trucs incroyables. Moi ça m'a amené plein de musiques que j'adore écouter en boucle et ça m'a donné envie de voir plein de films. Hugo. Et moi je suis un énorme fan de Chaka Ponk et ma chanson préférée c'est I'm Picky, et ça tombe bien parce qu'elle est ressortie en janvier en version unplugged, donc acoustique, et je trouve que ça lui donne un tout nouveau sens, une toute nouvelle signification, et je trouve trop bien cette version, elle a limite remplacé l'original dans mon cœur. Ok, bah moi je reste dans la musique avec l'album Wild de No Worries, ça s'écrit NX Worries. En fait c'est le groupe d'Anderson Paak avec le producteur Knowledge, c'est sorti le 7 juin dernier, il y a des productions hyper soignées, des invités de renom, allez vite, écoutez ça. Merci du conseil. Ça y est, c'est l'heure de refermer la 6e saison de TCS. Merci à tous les politiciens et politiciennes autour de la table de m'avoir accompagné ce soir. Remercions aussi... Sinon, n'allez pas voter. Cédric,
C'est dit, le front de Valentin, on s'en rappelle tous, il était très populaire la semaine dernière. Remercions aussi Clémentine, Lucas Régie et Roman pour la réalisation de l'interview de Jessica Palude. Remerciements aussi à elle au passage. En parlant de technique, merci à celle du soir avec Yanis et Lucas Régie à nouveau en régie. Voilà, c'est dit. Plus généralement, merci à toute l'équipe de TCS pour cette 16e saison riche en émotions. Une mention spéciale à Raphaël qui nous fournissait chaque semaine des visuels de qualité et qui prend sa retraite de The Cinema Show ce soir. Le petit Macron en moins, il dit que c'est pas bien de prendre sa retraite aussi jeune. Ouais. C'est pas bien du tout. Tu vas faire une dissolution de l'émission du coup. Ouais, dissolution, plus de quiz de Lucas, ça c'est clair. On pourra voter pour le nouvel animateur. Oui, Jordan, c'est ça, vous demandez Jordan. Non, tant qu'on vire Simon. Lucas avec tes quiz auto-centrés et on perd la question de là-dessus, putain, c'est un truc de ouf. Si l'émission vous a plu, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. Nous on se retrouve à la rentrée après de belles vacances bien méritées, je crois bien, hein, Hugo Attal. T'es d'accord? Les vacances? Ouais. Moi je suis en congé, là, je suis bien là. Moi, je suis pas en vacances, voilà. Florent, merci aussi à toi. Happening de Florent ou pas pour finir? Merci à tous. Voilà. Et nous on se quitte avec Daydreaming, issu de l'album que je vous ai recommandé, celui du groupe d'Anderson .Paak et Knowledge, No Worries. Bonne écoute et bonnes vacances à vous si vous en avez. The Cinema Show, c'était tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.